Du coup, aujourd'hui, on est en présence de Nathan Gilson. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Du coup, Nathan, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, comment tu te présenterais? Mon parcours, en fait, il est assez simple, dans le sens où, à la base, j'ai pas fait d'études, en fait, j'ai un peu appris tout sur le tas. J'ai toujours aimé, en fait, l'informatique, programmer, etc., depuis que je suis ado. Ouais. À l'époque, en fait, je codais des jeux vidéo. Et en fait, après le lycée, j'ai fait un gros rejet du système scolaire, dans le sens où ma perception du truc, c'est que c'était complètement bullshit. Ouais, tu peux le dire. Et en fait, à l'époque, j'étais incapable de me picture devenir comme mon père avec un 9 to 5, Ouais. dans un bureau, dans une corporate, ce genre de truc, ça me faisait vraiment peur. Et du coup, j'ai espéré vraiment trouver une autre alternative. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas mal tâtonné, j'ai fait des petits jobs, j'ai beaucoup voyagé. Et mon parcours, il a vraiment commencé le jour où, avec mon frère, on s'est dit, viens, on lance une boîte. À l'époque, on était dans la voiture, on voulait commander des pizzas et on s'est dit, tiens, ce serait cool si on pouvait se faire livrer avec des drones. Un truc complètement débile, quoi. C'était complètement con. C'est un beau rêve, en tout cas. Ouais, on avait regardé trop de films, quoi. Et bref, on était peut-être un peu immature, mais en tout cas, on avait beaucoup de rêves. Et puis, on s'est dit, viens, enfin, au début, c'était un délire. Ouais. Puis on s'est dit, viens, on peut toujours essayer, on a du temps, on avait un peu d'argent de côté, etc. On s'est dit, viens, on essaye, et on a pris vraiment le truc au sérieux. Et du coup, on avait acheté un très gros drone avec un octorotor, enfin, un truc énorme, une tondeuse, le truc, quoi. Et on s'est vraiment lancé dans le délire de le piloter à distance via Internet avec de la 4G. Et puis de faire tout un système qui délivre la pizza, tout ça. Ok. C'est une catastrophe, ça marchait pas. C'était dangereux, le truc. J'imagine. Mais en fait, je sais pas, le fait de se mettre dans la démarche et tout, et le fait de se taper ce délire-là, d'être sérieux, on avait investi de l'argent, etc. On a investi pas mal, finalement, dans ce truc complètement stupide. Ça fait que on a commencé à amorcer une démarche où, en fait, on a commencé à se poser la question de comment on fait de l'argent, etc. Ouais. Oui, c'est ça le truc important derrière. Ouais, même si au début on comprenait pas trop les enjeux, etc. Et puis en fait assez rapidement on a shifté et puis on s'est dit bon bah viens, on fait un truc simple, on fait juste une entreprise de livraison de bouffe comme Uber Eats. Ouais. Et puis on s'est lancé dans ce délire-là, encore plus sérieusement qu'avant. Donc ça c'est toute une histoire qui est assez longue. Mais l'idée, c'est que ça a commencé comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, on s'est vraiment mis dans l'entrepreneuriat et on a vraiment compris les règles du jeu au fur et à mesure. Ok. Ouais, je pense que c'est un très très bon résumé, ça. Il y a des trucs que j'aimerais revenir. Donc, tu as commencé à faire des projets toi-même. Donc, avant même de faire des entreprises, tu as commencé à faire des projets, tu as dit des jeux quand tu étais au lycée? Ouais. T'as fait quoi comme type de jeu? Je faisais des jeux vidéo... comme tu peux l'imaginer, des trucs FPS. Genre des glissés-déposés ou vraiment avec du code? C'est ça qui t'a initié au code? Il y avait un peu de code. J'aimais pas coder à ce moment-là. Okay. J'ai jamais vraiment eu un plaisir énorme au fait de coder, contrairement à certaines personnes. Okay. Mais j'avais besoin de créer plus. Du coup, j'utilisais forcément, j'étais obligé de coder certaines choses parce que je voulais tout le temps avoir certaines spécificités. Mais en fait, mon délire à l'époque, c'était de faire des jeux vidéo avec mes potes. Ouais. Et en fait, je faisais des maps. Ce qui m'éclatait, c'est de faire des maps multijoueurs où on jouait tous en même temps et c'est moi qui faisais les maps. Et en fait, je m'amusais à mettre des passages secrets avec des armes spéciales dans les maps. Ah, okay. Pour aller les chercher. Quand je jouais, du coup, j'avais forcément l'avantage et voilà, ça me faisait pour piper le jeu, voilà, pour gagner. Et du coup, j'aimais bien créer, en fait. J'adorais l'architecture dans les jeux vidéo, etc. Je sais pas, j'aimais trop, j'avais un kiff pour ça. Et puis, ouais, j'adorais créer. J'avais besoin de créer, je pense. Et que ce soit utile et que ça serve et que je puisse faire partager ça avec mes potes, tout ça. Et à cette époque-là, en faire un métier, ça t'a jamais... Bah, un petit peu. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, tiens, peut-être tu devrais faire, j'en sais rien, créateur de jeux vidéo. Ouais. À l'époque, c'était pas très sexy. Et puis, en fait, je pense que j'en avais pas trop envie non plus parce que je voyais vraiment mon avenir comme enfermé dans un bureau toute la journée sur une putain de chaise. Enfin, j'avais vraiment
la vision un peu, tu sais, comme dans les Simpsons, le gros lard dans les Simpsons, là, qui joue aux jeux vidéo, et je voulais pas devenir comme ça, vraiment, ça me faisait peur. Ok. J'ai toujours eu besoin de beaucoup bouger, etc., et ça me faisait peur de rester enfermé dans un bureau, 9 to 5, toute ma vie. Ok. Voilà. Et du coup, t'as parlé un peu de l'image de ton père où tu le voyais genre aller bosser tous les jours. Il fait quoi ton père? Et il est directeur financier. Ok, ouais. Et du coup, genre, voir ce qu'il fait, ça te faisait pas du tout rêver, quoi. Ce qu'il lui faisait, ça... Ah, ça me faisait peur. Peur? Ok. Ouais. Ah oui, ça me faisait vraiment peur, ouais. Parce que déjà, il faut imaginer le bureau, il faut imaginer vraiment le truc corporate avec donc des centaines de bureaux, Ouais. l'énorme bâtiment, et puis c'est une fourmilière le truc. Ils sont tous en costard. C'est une zone industrielle, donc c'est pas sympa, c'est moche. Oui. Et il faut imaginer en été quand il fait beau, etc. Tu vois, c'est gris alors que derrière, enfin, ils sont tout le temps à l'ombre. En fait, j'avais l'impression quand j'étais petit, j'ai l'impression que c'était une prison. Oh putain. Mais ah ouais, vraiment, j'avais Ouais. cette image. Je me souviens quand je visitais ces bureaux, j'avais l'impression que c'était une prison. Mais il était, il y était Ok. volontairement pour. Et t'as déjà eu cette discussion avec lui de est-ce que lui ça lui plaît ou J'ai jamais vraiment eu cette discussion avec lui. Je suis persuadé que lui, ça lui plaisait parce que il avait, je pense que ça répondait aux attentes qu'il avait, etc. Ouais. Moi, c'était plus émotionnel. Je sais la vibe qu'il y avait, le fait que d'être tout le temps enfermé dans le même bureau avec les mêmes personnes, par rapport à ce que je suis de ma personnalité, je sais que je le sentais pas en fait. Ça matchait pas. Ok. Et je sentais que ça me repoussait entre guillemets. Oui, je pense que c'est plutôt clair. C'est plutôt clair. Et du coup, c'est ça qui t'a poussé à... Donc, là, on part de tes projets. Tu faisais ça au lycée. Mais en plus, le lycée, ça t'a gonflé, Ah finalement. ouais. Clairement. Ouais. Du coup, tu voulais pas du tout faire d'études supérieures? J'étais vraiment paumé à ce moment-là. Grosse crise existentielle, etc. Je me suis inscrit à plusieurs écoles, dont école de commerce, etc. Donc j'ai fait 2 années en école de commerce, mais ça m'a pas du tout. J'arrivais pas à accrocher en fait. J'avais l'impression que c'était une blague. En fait, j'avais l'impression qu'on n'était pas du tout préparé au fait de devoir faire de l'argent plus tard. Ah oui. Et j'avais l'impression de tomber dans cette espèce de schéma où j'allais, encore une fois, comme on 9 to 5. voilà, j'avais vraiment envie d'éviter ça. Mais Ok. j'avais pas mon alternative, donc j'étais vraiment dans une crise parce que j'étais en mode, mais où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire? Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait finalement découvrir qu'il y avait autre chose de possible? C'était quoi les déclencheurs, tu penses? Alors le premier déclic, c'est quand j'ai tout lâché, je suis parti en Australie et un peu comme tous les gars de mon âge Ouais. qui ont une crise Existentielle. et qu'est-ce qu'ils font, ils partent en Australie. Du coup, je me suis retrouvé avec plein de gens comme moi et donc ça m'a fait du bien. Et puis en fait, j'ai compris que le monde était beaucoup plus vaste que ce que je pouvais imaginer. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai compris que c'était pas très grave de pas avoir d'argent, que tu pouvais être extrêmement heureux, être pauvre, vivre chichement et être extrêmement heureux. Et puis, en fait, j'ai commencé à devoir me démerder. J'ai dû faire de l'argent par mes propres moyens. Et T'as fait quoi en Australie, du coup? je me suis mis dans des situations où j'ai vraiment été confronté à beaucoup de gens qui essayaient, c'est un peu bizarre dit comme ça, ce serait bien qu'ils reprennent après parce que là je vais dire des trucs un peu dodgy, mais en fait j'étais confronté, je me suis vraiment mis dans des situations infâmes où en gros on a essayé de m'arnaquer, où j'ai acheté une bagnole qui marchait pas du tout, donc vraiment je me suis mis dans Les bases pour les touristes qui viennent en Australie, quoi. des sales situations, mais vraiment Ouais. des sales situations où je comprenais pas ce qui se passait, etc. Et j'étais constamment broke, mais en plus souvent je perdais tout l'argent que j'avais. Enfin vraiment, à chaque fois j'étais vraiment sur le fil du rasoir et j'avais beaucoup trop d'ego pour demander à mes parents de m'envoyer de l'argent, etc. Ouais. Je pense que c'était même pas vraiment, je pense qu'ils en avaient même pas l'intention de base. Et du coup, en fait, j'ai fait des jobs un peu classiques du style serveur, etc. Mais ce que j'ai vraiment retenu, c'est comment j'ai réussi à me sortir de situations où en fait j'étais vraiment face à des personnes qui essayaient de m'arnaquer parfois. Et la manière dont j'ai retourné la situation, ou alors des situations de crise dans lesquelles j'étais, et j'ai réussi à m'en sortir,
ou des choses toutes bêtes comme le fait d'avoir revendu les différentes voitures que j'avais là-bas plus cher que je les ai achetées, etc. Et je me suis un peu découvert des skills où je me suis dit, putain, j'aurais jamais imaginé que je puisse faire un truc pareil, quoi. Ok. Ah, c'est vachement intéressant. Donc, c'est vraiment genre, c'est ouf parce que c'est un truc qui revient tout le temps. C'est genre, voyager, ça t'ouvre de ouf à tout ce que tu sais faire, à découvrir plein de choses et, enfin, genre, c'est dingue comme les gens qui ont pas vécu ça. Ah ouais. Tu vois qu'ils l'ont pas, c'est irremplaçable, quoi. Ah, non seulement c'est irremplaçable, mais en plus, ça crée vraiment une dépendance où, maintenant, et encore aujourd'hui, j'ai un besoin énorme de voyager. Sinon, au bout d'un moment, j'ai l'impression d'étouffer, quoi. Pareil. Et il y a vraiment un côté, dans le voyage, il y a un côté où t'as l'impression que les règles du jeu, elles changent. Toujours un petit peu. Pas complètement, mais que tu vas jouer à un jeu avec, j'en sais rien, la culture fait que tu dois respecter tel, j'en sais rien, coutume, etc. Il y a certaines choses sur le plan social, des protocoles que tu peux pas faire dans tel pays que tu pourrais très bien faire en France. D'où parfois la réputation de connard qu'on a, parce qu'on se permet de faire des choses où... Et par rapport au respect des lois, etc. Donc ouais, ça donne en fait du recul. On comprend qu'en fait tout ce qui fait notre environnement jusqu'à l'adolescence, en fait c'est complètement subjectif. C'est basé sur rien du tout, puisque relatif. Dans d'autres pays c'est complètement différent. Ouais, clairement. Et je crois que c'est vraiment le truc qui m'a mind-blow. Ouais. Le premier déclic. Le premier. Ouais. Oui, je pense que ça matche bien avec l'expérience que j'ai eue. Tu le vois dans plein de trucs. Genre, rien que tu viens au Portugal, tu prends une voiture et les gens, ils te doublent. T'es à 120, 130 et ils te doublent, genre, mais tout le temps. Ah ouais. Et tu demandes à un Portugais, il dit oui, chez nous, c'est marqué 120, mais c'est recommandé, quoi. On est plutôt à 150. C'est ça. Et genre, c'est accepté par tout le monde. Tu fais pas ça en Suisse. Oui. Et ce qui est drôle, c'est que, pour le coup, les Portugais, ils respectent plein de choses. Exactement. Mais pas sur l'autoroute. Exactement. Alors qu'en France, on a plein de trucs où on s'en fout. On dit oui, ça c'est une loi, mais à peu près, quoi. Et là, ouais. Et quand tu sors de chez toi, tu vois vraiment qu'en fait, c'est vraiment au bon vouloir des gens et de la coutume. Pas que forcément la loi, en fait. Il y a la loi et la coutume qui rentrent en compte de ouf. Et moi, c'est un truc qui m'a vachement aidé pour l'entrepreneuriat. Ouais, je commençais à mettre mes propres coutumes. Je commençais à dire ça, ouais. La loi, elle dit ça, mais mon interprétation, elle est que... C'est ça. Et je sais que sur ça, on se retrouve pas mal. Plutôt bien. J'ai le même sentiment, ouais. Du coup, ça, c'est le premier déclic, c'est plutôt cool. T'es resté combien de temps en Australie? 1 an. 1 an? Et du coup, t'es rentré, c'est là où t'as commencé à faire des trucs avec ton frère? Donc je suis rentré, alors entre-temps, j'ai fait un job, un genre de job d'étudiant, où en fait, le principe, c'était d'harceler des gens dans la rue. Je t'ai déjà raconté ou pas? Non. C'est d'harceler des gens dans la rue pour les faire signer pour une association. Donc je faisais ça en Suisse, pour une association, donc n'importe quoi, VVF, etc. Et donc en fait, t'es dans la rue et en fait tu dois convaincre les gens de payer, j'en sais rien, 120 francs par an, 120 euros par an, pour une association. Et c'est extrêmement dur parce que la plupart des gens ils en ont rien à foutre. Et en fait, j'ai adoré ce job. J'en parle juste parce que c'est juste une toute petite période dans ma vie, mais en fait c'est presque le deuxième déclic où en fait je me suis rendu compte, enfin j'adorais convaincre les gens de signer pour un truc dans lequel je ne croyais pas du tout. Juste parce que Stéphane n'avait rien à foutre. D'ailleurs, la plupart du temps, je savais même pas de quoi je parlais. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé ça incroyable le fait que c'était possible de convaincre sans y croire. Et en fait, c'était un nouveau jeu que je découvrais. Et je sais pas, j'ai trouvé ça fascinant. C'est vraiment une période de ma vie où je me suis un peu découvert moi-même. Oui. Je sais que ça sonne un peu psychopathe dit comme ça. Non, pas du tout. Mais pour te donner un exemple, la sœur de Shannon, elle bosse en ce moment à Chypre. Et elle bosse dans un endroit où en fait tu vends des trucs qui sont pas très bien pour les gens. Mais en fait, ça lui donne un bon salaire, c'est super amusant. Et elle a trouvé des moyens que ça soit pas trop hardcore pour elle. Parce que suivant dans quel secteur tu bosses, c'est plus ou moins grave combien tu leur vends le truc. Mais voilà, et globalement, en fait, c'est une super expérience. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, en ayant bossé là, t'as fait le pire truc en termes de vente, de sales,
tu peux vendre n'importe quoi après. Parce que C'est ça. T'as eu la pire épreuve. Bon, exactement, c'est ça, c'était vraiment ça. Bon, alors dans notre cas, on vendait des associations caritatives, donc il y avait quand même une part de bien, même si... C'est shady, les associations. C'est très shady. C'est très shady. Après, je suis pro asso, même s'ils font pas toujours du travail incroyable. En fait, c'est génial parce que ça met de l'argent finalement là où je pense qu'il y en a quand même besoin. Alors certes, tout l'argent n'arrive pas dedans, mais au final tout n'est pas très bien dépensé, mais ça, at least il y a au moins un euro qui arrive. C'est ça. Au moins, c'est pas parfait, mais au moins ça marche. Oui, contrairement au travail de la sœur. Là, il y a pas ça. D'accord. Mais je t'en reparlerai en off, tu vois. Avec plaisir. Il y a des trucs qu'on peut pas forcément tout parler dans un podcast. Mais ok. Je pense que c'est vraiment une expérience intéressante et formateur dans ton parcours, puisque enfin moi, tu vois, si je te prends l'exemple, quand j'étais plus jeune, pour mes tafs d'été, un des trucs que j'ai fait, que j'ai aimé faire, c'était j'étais dans un karting et j'ai aidé les gens à monter dans les kartings, leur expliquer machin. Ça, j'ai trouvé ça cool parce qu'en fait, tu fais pas grand chose et t'es bien payé, alors que j'avais des potes qui trimaient comme des oufs dans un bar et j'étais payé comme, tu vois, sans les primes. Mais globalement, ma vie, elle était beaucoup plus simple. J'arrivais déglingué le matin, tout allait bien. J'ai juste à expliquer aux gens. Et tu vois, ça m'a... C'est pas une expérience en soi ouf, mais ça m'a appris un truc, c'est que tu peux trouver des tafs où tu te fais pas trop déglinguer. C'est vraiment, je me suis dit, j'ai fait à peu près, donc, autour de la vingtaine, j'ai fait le même constat. Il y a des raccourcis. En fait, il faut prendre les raccourcis dans la vie. En fait, j'entendais pas mal le fait qu'il n'y a pas de raccourcis dans la vie. C'est faux, en fait, c'est l'opposé, il y a des raccourcis, et en fait, faut en faire des chemins. Enfin, c'est vraiment l'impression que j'ai. Et en fait, c'est un peu le truc qui me faisait peur, j'ai passé énormément de temps à justement chercher ces raccourcis. Et en fait, c'est vrai, on a cette idée que on va devoir trimer forcément dans notre vie, on va devoir subir, etc. Et en fait, je pense que c'est complètement faux. Je pense que, en fait, ça vaut le coup d'investir du temps et beaucoup d'énergie dans le fait de trouver des raccourcis qui font que, par contre, les 20-30 prochaines années de ta vie, tu vas la kiffer. Ouais. C'est rigolo que tu parles de ça parce que c'est un des trucs que je me suis rendu compte, je sais pas, il y a pas très longtemps, je pense il y a 1 an ou 2. Tu sais, on dit souvent, tu sais, quand ça parle de politique, les gens ils disent ouais, de toute façon l'ascenseur social il est cassé, machin. Ouais, c'est ça. Et tout le monde dit ça et tout le monde est un peu d'accord là-dessus. Et en étant entrepreneur, je me suis dit mais en fait il y a juste pas d'ascenseur, c'est juste un escalier et si tu le gravis, t'arriveras quelque part. C'est juste si t'attends un ascenseur qui n'existe pas et qui va te téléporter à la bonne place. C'est ça, c'est tellement humain, on a tellement besoin qu'il y ait une espèce de fairness, tu sais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Un système fair où si on fait bien comme il faut et qu'on est gentil, on aura une reward, tu sais. Oui, c'est ça. Et mes parents, ils m'ont tellement éduqué dans ce sens-là, ils m'ont tellement expliqué que si j'étais gentil, que je faisais bien les choses, etc., ça allait bien se passer. Et c'est tellement faux. Enfin, c'est tellement l'inverse, en fait, que je vis tellement l'inverse et tous les jours, je suis surpris. Je me dis, mais c'est encore pire que ce que je pensais, en fait. Encore une fois, ça fait un peu psychopathe dit comme ça. Non. Mais on est 2 psychopathes alors. Tous les entrepreneurs sont des psychopathes. Et peut-être ceux qui nous écoutent aussi du coup. C'est ça. Mais non, il y a pas longtemps, on avait une conversation justement avec le mec de la sœur de Shannon où en fait on a écouté un truc où le mec il disait en fait tout ce que tu vas obtenir dans la vie, tu l'as pris à quelqu'un d'autre. Il y a pas, tu vois, c'est un peu moche comme image. Je suis pas trop d'accord avec ça. Mais en soi, c'est plutôt dans le Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a toujours une friction, oui. Mais je vois ce que tu veux dire. Je suis complètement d'accord. T'obtiens rien qui apparaît pour toi. Tu vas l'échanger avec quelqu'un, et l'échange est des fois fair, des fois unfair, des fois tu niques complètement. C'est juste à toi de choisir ta limite, mais c'est toujours un échange. Mais je vois complètement l'idée, Je pense que c'est un peu la prolongation entrepreneuriale de l'image de, tu sais, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est toujours une transformation de l'un vers l'autre. C'est juste que, après, il faut choisir à quel point l'autre, tu le baises ou pas, quoi. Alors, moi, je suis persuadé que tu peux vraiment faire un schéma gagnant-gagnant infini. Vraiment un truc où tout le monde y gagne et vraiment, continuellement, tu vois. Moi, j'ai un peu cette impression. Peut-être, tu devrais lire alors, du coup, le livre de, comment il s'appelle? Merde. Parce qu'en fait, c'est un scientifique français, là. J'ai perdu son nom. Il a écrit L'économie de la connaissance. C'est, en gros, pour lui. Oui, je vois. Comment il s'appelle? Il est un peu rebeu, non? Oui. Ouais. Il va peut-être pas apprécier qu'on ait dit ça, mais. Ah ouais. Je pourrais graver les coups. Alors, j'ai vu sa vidéo, en fait, qui parle de ça. Et, je devrais lire son livre parce que j'ai toujours été
extrêmement sceptique avec ce qu'il disait, mais parce que... En fait, je trouve ça cool dans le sens où il dit, en fait, dans le monde physique, tout est fini. Il y a un certain nombre de roches, il y a un certain nombre de... Enfin, tout est fini. Ouais. Et par contre, dans les connaissances, c'est infini, en fait. Donc, du coup, si tu veux avoir des jeux à somme positive, tu peux le faire que dans un monde qui est infini. Sinon, dans un monde fini, ça peut pas marcher. Ouais, makes sense. Et voilà, je t'ai résumé le livre. mais du coup, je trouvais ça trop cool. Moi, je vais pas le lire, alors. Parce que, effectivement, pour moi, ça fait vachement de sens. C'est que, oui, si tu veux avoir des jeux à somme positive, il faut jouer dans un monde où la progression est infinie, quoi. Et la connaissance, jusque-là, il n'y a pas de fin. Ouais. Je vois, si on remplace connaissance par information, je pense que je vois l'idée, ouais. Oui, en fait, c'est l'intangible. C'est un truc que, si je te le dis, je le garde, mais tu l'as. C'est comme une info. C'est un peu ce qu'on voit avec la growth exponentielle d'Internet, où t'as l'impression qu'il n'y a pas de limite, que Internet n'a de limite que la limite hardware, qui elle-même est en constante croissance. Évolution. Donc, oui, je suis complètement d'accord avec ça. Et ouais. Ok. Eh bien, on a fait une petite dérive sur un sujet qui était vachement intéressant. Pour reprendre un peu, donc, on parlait de quand t'es rentré, t'as fait le taf, du coup, de vendre des abonnements à des assos. Ouais. Et du coup, après ça, t'as fait quoi? Et donc ce taf j'ai fait en Suisse, j'ai pu mettre pas mal d'argent de côté. Ouais. Et après c'est là où c'est juste après ça où on arrive sur l'épisode de la pizza avec mon frère qui lui était très très chaud de faire des trucs aussi. Lui il s'est toujours éclaté à faire des apps, etc. À ce moment-là en plus il voulait déjà se lancer, il voulait faire une application pour c'était le moment, c'était le boom des réseaux sociaux. Ouais. Donc il voulait faire un réseau social pour les gens qui veulent faire des activités genre du sport, etc. Et puis il avait déjà commencé à coder le truc, tout ça, et il était très très chaud. Et donc on avait tous les deux cette passion en commun. On voulait créer des trucs, on voulait faire des trucs avec notre vie, quoi. Puis aussi on était pas mal influencés par tous les films, tu sais, hollywoodiens ou j'en sais rien, j'en pense en particulier, mais c'est War Dogs, je crois. C'est pas des frères, mais c'est des amis. Ils se lancent pour vendre des armes. Ok, c'est pas très sexy, mais bref, ça nous a inspiré parce que c'est le côté entrepreneuriat où tu réussis. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, ça peut être une aventure, le truc. Ça peut être pas juste un moyen de faire de l'argent, ça peut être une aventure. On était plus attirés par l'aventure que faire de l'argent. Oui. Le fait en fait, on pensait vraiment qu'on allait vivre des trucs un peu similaires, et finalement, c'est un peu ce qui s'est passé. Et enfin, évidemment, sans les armes, mais oui. On a tué personne dans le processus. Et personne avec le drone. ça a failli. Ouais. Mais du coup, ouais. Donc on a commencé avec cette idée complètement stupide qui est de faire des livraisons par drone. On a convergé vers un truc un peu plus réfléchi, de faire de la livraison comme Uber Eats. On a fait ça à Genève. Le moment où, parce que en off, je sais que tu m'avais dit que vous avez eu un investisseur à un moment sur ce projet. C'était phase 1 ou phase 2? C'était la phase 2. C'était sur l'app de livraison. Ok. Ce qui se passe, c'est que à Genève, au début, donc on fait une application, etc. On contacte un traiteur qui fait les repas, bref. On lance le service. Et c'est là où je me suis confronté au problème de la distribution et je me suis rendu compte à quel point c'était dur de faire connaître un produit. En fait, dans ma tête avant, c'était en mode oui, mais les gens ils en ont besoin, ça va bien se passer, c'est facile. Le plus dur, c'est de faire l'application. C'est grosse erreur, mon Dieu, grosse erreur de ma part. Je savais, j'avais déjà vu j'étais en train de regarder à ce moment les podcasts de Oussama Hamar. Ouais. Et que d'ailleurs je respecte énormément. Et puis qui doit venir dans ce podcast d'ailleurs. C'est vrai. Oui. Incroyable. C'est difficile à l'avoir, mais on échange souvent. Incroyable, génial. Et du coup, je me souviens de ces vidéos où il parlait de la distribution et j'appréhendais un peu le truc. Je sentais que ça allait pas être facile. Mais à ce point-là, non, j'aurais jamais imaginé. C'était vraiment très très dur. Ce qu'on faisait, c'est on se levait tous les matins à 6 heures alors, je sais que c'est pas extraordinaire, mais on allait dans les rues de Genève pour tracter, ouais. Et c'était horrible, en fait, c'était chiant. Enfin, on savait pourquoi on le faisait, tout ça, et puis ça marchait, mais finalement pas tant que ça.
Et puis surtout, l'argent partait à une vitesse Voilà. que j'avais pas du tout imaginé. Vous avez fait vraiment le modèle de Uber Eats parce que t'as parlé le traiteur, c'était un Non, partenaire. on avait fait. Alors c'est là où on est un peu stupide. C'est en fait on avait ce gros biais psychologique de se dire qu'il fallait forcément innover et faire pas comme tout le monde Putain, parce on a que sinon tous on ça, l'a tous. Mais en plus dans les vidéos justement où Sama il en parlait, c'est en mode d'abord tu copies et ensuite tu forques. Ouais. Tu vois, nous on était en mode non, vas-y on est plus malin que les autres, etc. Donc en fait, on avait des gars à Paris qui faisaient un truc similaire, je sais plus comment ça s'appelait, et c'était un truc où tu as une cuisine centralisée, tous les jours des plats différents, et puis tu les livres. Du coup, on s'est dit on va faire pareil, ça a l'air nouveau, c'est sexy. Et la réalité, c'est que le modèle, en fait, il marche pas. Je peux même expliquer pourquoi en 2 mots. C'est le gros problème, la grosse force d'Uber Eats, c'est qu'en fait, les pertes sont énormes chaque jour. C'est-à-dire, tu sais jamais combien de clients tu vas avoir. La bouffe, tu es obligé de la préparer avant. Donc tu peux avoir, j'en sais rien, des kilos de bouffe qui vont être perdus parce que tu sais jamais. Et en fait, la grosse force du Uber Eats, c'est que c'est réparti sur tous les restaurants. Donc finalement, disons que des centaines de restaurants qui doivent jeter un petit peu, c'est pas très grave. Mais quand t'as un seul traiteur qui doit jeter énormément des grosses quantités 40%, en fonction, bah là tu peux pas en fait, c'est obligation. Donc en fait, sur le plan financier, enfin c'était pas du tout rentable, c'était pas possible. Et d'ailleurs la boîte à Paris qui s'est lancée, pas vrai. Enfin Ben, là, moi, quand j'étais à Paris, à un moment donné, je me suis inscrit à un service comme ça. Ouais. Mais en fait, il y en a eu 2 différents. Il y en a eu un où tu commandes quand tu veux. Ouais. Celle-là, elle a échoué, ouais. je crois. Ouais. Il me semble. Bah, on doit parler de la même alors. Et par contre, il y en a une autre qui s'appelle Season, qui était trop bien. Ils ont été trop smart, les mecs. C'est tu réserves tes repas. C'est ça. Et en fait, t'as un abonnement. Tu dis, je vais en prendre 4 toutes les semaines. C'est ça. Et ça paye dans tous les cas. Si tu les choisis pas, ça t'en met au hasard. C'est ça. Et là, c'est malin. Et ça, c'est très malin. On aurait pu shifter. En fait, ce qui s'est passé après, c'est que donc on manquait d'argent, mais on a eu des investisseurs qui nous ont contactés parce que l'air de rien, il y a quand même des gens qui ont de l'argent à mettre dans des startups, etc. Même. Mais non, justement, moins en Suisse que n'importe où ailleurs. La Suisse, c'est pas un pays très novateur, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. On a ce biais de croire que la Suisse, ils innovent de ouf parce que régulièrement, ils te sortent des trucs avec des statistiques où ils sortent tant de brevets par an. Mais c'est juste parce que toutes les entreprises américaines, elles foutent leurs brevets en Suisse pour faire le fameux schéma. Alors, la Suisse, aussi formidable ce pays soit-il, n'est en réalité pas si innovateur que ce qu'on pourrait imaginer. D'accord. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, donc on a quand même eu la chance de trouver des investisseurs, dont un qui était très très sympa et qu'on a choisi immédiatement. Et puis on a continué l'activité. Vous pouvez dire combien il a mis lui ? Il a mis un peu plus de 100 000 francs. Ok. Donc c'était pas énorme, mais à l'époque, moi, je trouvais ça. Ça fait combien en euros, ça, pour les gens qui comprennent? C'est pareil, ça préparait un moment. Okay. Et puis, malgré ça, on n'a pas réussi à atteindre l'équilibre financier. Ok. Ça vous a permis de tenir combien de temps? On a fait 6 mois, 1 an de plus, un truc comme ça. Ok. Ouais. Donc en fait, on voyait pas de sortie possible. Et ça devenait une peine en fait, ça devenait plus du tout agréable. Et en fait, on a vraiment entendu énormément l'idée de il faut s'accrocher, etc. Mais en fait, c'était tellement une peine. On avait tellement l'impression de lutter, enfin de s'acharner sur quelque chose qui marcherait pas, qu'au bout d'un moment, on s'est dit faut qu'on arrête, faut être lucide. On a drop, on était content de drop à la fin. Et on l'a fait d'une manière un peu spéciale parce que on savait pas forcément ce qu'on allait faire derrière. Donc toujours avec mon frère, et puis on voulait pas forcément, on n'avait pas du tout envie de travailler pour une société, une corporate, etc. Il nous restait un petit peu de fonds, et du coup on s'est arrangé avec l'investisseur, on lui a retourné une partie de l'argent, et puis avec l'autre partie, on lui a dit, à ce moment-là on avait un pote qui travaillait pour une startup en Californie qui faisait des robots de livraison. Et en fait, l'un des gros problèmes avec les livraisons, enfin l'une des choses qui nous gênait le plus, c'était les livreurs eux-mêmes, parce qu'en fait, à ce moment-là, enfin en Suisse, en fait, ils considéraient que les livreurs n'étaient pas des indépendants, mais des employés. Ah oui. Ce que je peux complètement comprendre, mais ça fait que comment dire, la demande elle est sans arrêt en mouvement, et en fait quand tu commences à ramener ces règles et tu casses toute de la l'emploi, capacité en fait t'es plus du tout souple, et en fait financièrement ça peut pas marcher. D'ailleurs c'est là l'une des principales raisons pour lesquelles on a dû arrêter. Et par rapport à ça, on s'est dit tiens, le turfu c'est les robots de livraison. Oui. Voilà.
Problème de paye, nique sa mère. On est des génies, on a compris un truc avant tout le monde, voilà. Donc, je pense qu'en soi, ça fait sens. Et on s'est dit, bon, on va faire des robots de livraison, on va se lancer là-dedans, parce qu'on avait un pote qui était dans une boîte, voilà, qui faisait ça. Il nous vendait du rêve, il venait de lever 2 millions, tout ça. On s'est dit, wow, pareil, c'est turfu, on savait pas du tout ce qu'on faisait. Et on s'est lancé dans les robots de livraison. Et on a commencé à développer des robots de livraison. C'était la trend de l'intelligence artificielle, tout ça. Donc on s'est mis à fond dedans. On a levé des fonds de l'État suisse parce que dès que tu commences à faire des trucs avec une certaine valeur ajoutée en termes de technologie, bah tu peux avoir des aides. Voilà, exactement. Donc on a travaillé avec l'aide d'une école d'ingénieurs en Suisse. Et puis, on a développé ce truc-là pendant, pareil, à peu près 1 an. On a mis 1 an pour se rendre compte que ça allait nulle part. Et vous êtes parti sur la base du robot californien ou vous avez fait le vôtre? En fait, la première chose qu'on a fait, c'est on est allé en Californie, puis on est allé les voir. Ah ouais, alors là, l'anecdote, elle est folle. Donc en fait, les gars, ils nous vendaient du rêve, vraiment. Ils étaient en mode, notre robot, il est incroyable, intelligence artificielle et tout. Et vraiment, on y croyait. Et puis c'était la Californie, il y avait vraiment ils ont pas peur de prestige, c'est ça exactement, et puis ils ont vraiment pas peur de mettre du bullshit dans leur discours. Et nous on a tout gobé. Et en plus on s'est vraiment dit que c'était possible de faire un truc pareil, et donc on a quand même eu l'idée d'aller sur place. La première chose qu'on a fait, c'est on est allé sur place pour vérifier. Donc à ce moment-là, eux ils se lançaient à Berkeley, et ce qu'on fait, c'est on se dit bon bah on va commander un plat délivré avec un robot, donc on va utiliser leur app et on va essayer pour voir. Donc on fait la commande, et puis on voit le livreur, tu sais, comme sur Uber Eats tu peux suivre, donc on le voit. Donc ce qu'on fait, c'est on se sépare. Il y en a un qui va essayer de voir où se trouve le robot, enfin le parcours du robot, etc. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est un livreur en vélo qui va chercher le plat et qui va faire tout le trajet, et en fait il va déposer le robot sur les 50 derniers mètres. C'est safe, c'est tout droit, mon gars. C'est comme dans un dessin animé, tu vois. T'as je sais pas comment dire, tu sais, t'as le pâté de maison, ça fait un corner comme ça. Et en fait, c'est vraiment, littéralement, t'as le vélo qui s'arrête au coin de la maison pour pas que tu puisses le voir. Il pose le robot, et le robot, il fait les 50 derniers mètres. Et nous, on était là en mode, what the fuck? C'est une blague, votre truc, en fait. C'est un mime. Ouais. C'est pas possible. Et du coup, à ce moment-là, en fait, on leur a dit, on est allé les voir et tout, et puis on leur a dit, mais les gars, c'est bullshit votre truc, en fait, y a pas moyen. Et là, en fait, ils nous ont montré l'autre aspect, ils ont montré la réalité, c'est-à-dire qu'en fait, si tu fais les maths et si tu regardes, le coût du robot, etc., en fait, c'est complètement impossible d'avoir un truc rentable, peut-être un jour avec la technologie, etc., mais là, dans l'état actuel des choses, c'était vraiment, 10 ans, quoi. C'est ça, vraiment, ça faisait. Et à ce moment-là, on a une grosse remise en question. Donc après, on a continué de travailler dessus pendant un petit moment, et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que pareil, on revenait dans chez Malheur, on avait l'impression de lutter contre un truc qui avait jamais marché. Oui, tu dis, les mecs, ils ont les meilleurs ingénieurs, les meilleurs levées de fonds et tout ça, et ils font ça. Ah ouais, non, mais vraiment. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ouais, on a halluciné avec le niveau de bullshit. À ce moment-là, on était avec d'autres entrepreneurs, entre autres suisses. Ouais. Parce qu'en fait tout était payé par la Confédération pour justement qu'on puisse un peu se confronter à la culture de l'entrepreneuriat aux États-Unis. Et en fait, on a vraiment halluciné de voir à quel point tout était complètement bullshit, c'est-à-dire pas bullshit dans le sens où ça dépeint une image assez négative de comment ça se passe. Dans le sens où je pense qu'au début c'est forcément bullshit, et puis après t'arrives à faire des choses extraordinaires. Mais nous on était vraiment on est vraiment arrivé en pensant que ça allait être tout beau tout rose. Exactement, incroyable. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a quand même beaucoup d'imposteurs, l'air de rien. Et on avait l'impression d'être des imposteurs aussi. Okay. Ouais, je sais pas si ça fait sens. Si, mais c'est un peu, je pense que hors entrepreneuriat, quelque chose qui touche plus globalement les gens, c'est si tu vas à Saint-Tropez. En fait, vu que tout le monde a de l'argent, tout le monde fait croire qu'il a de l'argent. Donc il y a des mecs qui se mettent à louer des Ferrari alors qu'ils touchent le SMIC, tu vois, voilà, pour faire genre parce que il faut montrer que t'as de l'argent, parce que c'est la norme. Et je pense que là-bas c'est pareil, la norme c'est d'entreprendre et de faire des projets de ouf et lever de ouf. C'est exactement ça. Et du coup tout le monde fait genre ils sont dans la norme. C'est ça. Ça nous a un peu mind blow, et ça a un peu trigger une grosse remise en question de notre parcours dans l'entrepreneuriat, etc.
Et puis l'idée c'est que au bout d'à peu près un an et demi, on a give up. On a commencé. En fait, on s'est dit que on n'avait pas envie de se jouer à ce jeu où on allait lever des fonds. On allait mettre des mois à lever des fonds et puis ensuite employer des gens, etc. En fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait même pas envie vraiment de jouer à ce jeu-là. On avait envie de lancer, on avait envie de créer des choses, on avait envie de vivre une aventure. Mais en fait, ce qu'on cherchait avant tout, c'était la liberté. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, l'entrepreneuriat et le fait d'être CEO d'une société qui marche, qui avait énormément de fonds de ça, c'était pas si marrant que ça. Et en fait, c'était vite, tu perdais vite énormément de liberté, l'air de rien. Enfin, tu travaillais plus que la moyenne pour une société où au final, l'air de rien, on a rencontré beaucoup de CEO là-bas qui se mettaient pas si bien que ce qu'on aurait imaginé. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était pas si chouette. Et parallèlement, c'était le début des indie makers avec Peter Levels, etc., qui faisaient de l'argent, qui faisaient beaucoup d'argent avec des sites où on n'aurait jamais imaginé que ça puisse rapporter autant. Et du coup, on s'est dit, peut-être que ce serait le moment de revoir notre vision de l'entrepreneuriat, quoi. En vrai, en fait, moi, c'est un truc qui m'est arrivé aussi comme toi, je pense, c'est tu te dis, ok, une start-up, du coup, tu vas lever des fonds, il faut une grosse équipe parce que c'est hyper concurrentiel. Enfin, t'as plein d'idées préfaites et du coup, tu te dis, ok, en fait, pour être successful, il y a que 3% des CEO qui sont successful, les 10 premiers employés qui sont légèrement successful, le reste qui sert à rien. Tout le monde s'est sacrifié dans le game et très peu gagnent. Et au final, c'est un énorme investissement pour des gains toujours répartis sur 3% des gens. Ouais, c'est exactement ça. Et quand tu regardes les indie makers, en fait, tu vois que en fait, le mec, il veut faire un truc tout seul, à 2, à 3, à max, 5, vraiment à tout casser quand t'es vraiment ultra successful. Ouais, exactement. Du coup, tu réduis tes coûts à fond. Exact. T'es nomade, du coup, tu réduis tes coûts à fond. Tu n'as pas besoin d'être à Paris à payer 1200 € de loyer par mois, plus ton coworking 200 €, plus tout, t'es super cher. Ouais. Donc, tu réduis tes coûts. Donc, en fait, ton besoin de succès est beaucoup plus bas. Exact. Et après, en fait, tu te rends compte que sur Internet, il te faut pas énormément de clients pour arriver à déjà gagner ton salaire. Alors ça, on l'a appris après. Et justement, c'est vraiment la dernière chose du coup qui m'a mind blow. En fait, je savais pas très bien coder à ce moment-là. Mathias, lui ici, parce que lui, il a fait une école d'ingénieur. Et je me suis dit, il faut absolument que je sache coder pour pouvoir faire ce genre de choses. Du coup, littéralement, j'avais en tête de faire un projet. En fait, à ce moment-là, en gros, pour la petite anecdote, j'avais un task manager. J'avais ma to-do list qui était Google Task. Et en fait, à chaque fois que j'étais sur mon laptop, ça me faisait chier d'ouvrir Gmail pour voir mes tasks. Ça prend toujours quelques secondes. Enfin, je sais pas, j'aimais pas l'interface ça. Et en fait, j'avais passé une chier de temps à essayer de trouver un mec qui avait fait un client desktop pour avoir toutes mes tasks affichées, etc. Et je trouvais pas, en fait. J'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Et ça paraît complètement stupide, mais j'avais vraiment envie d'un outil avec mes Google Tasks spécifiquement, etc. Je trouve que c'est ça qui est génial quand tu deviens indie maker, tu te rends compte qu'en fait, ça vient souvent de petits problèmes nuls, comme ça, que tu peux faire des super projets. Une to-do list, hein. On parle d'une to-do list quand même. Le basique, le truc que t'apprends. C'est le premier tuto en JavaScript, c'est de faire une to-do. Et du coup, je tombe sur un vieux site dégueulasse, mais vraiment le truc, je sais même pas comment c'est possible de faire un truc aussi dégueulasse. Et en fait, à ce moment-là, par curiosité, j'avais installé une extension où en fait tu peux voir le trafic d'un site internet. C'est une estimation, c'est jamais très précis, mais ça te donne une idée. Et j'ouvre le truc et je vois que le trafic il est énorme, mais genre énorme, tu vois, genre alors que le truc est dégueu. 200 000 visites par mois, un truc comme ça. Et c'est vraiment énorme, 200 000 visites par mois. Et là, je sais pas, là j'ai un déclic, je me dis putain, mais en fait, je suis peut-être pas le seul à avoir besoin de ce truc, tu vois. Et à partir de là, je me dis bon, ça pourrait être cool d'apprendre JavaScript à partir de ce projet de to-do list. En plus, je me suis dit, avec les connaissances que j'avais à l'époque, j'ai un peu regardé le HTML, je me suis dit, en 2 semaines, de toute façon, ça va être pété. Et voilà. Après, du coup, j'en ai parlé à mon frère qui s'est bien foutu de ma gueule, mais qui m'a quand même dit, vas-y, c'est une bonne idée, vas-y, lance-toi. Et du coup, Oui, et puis au pire, il se disait, tu vas faire une to-do list, tu vas faire le tuto, et au moins, tu auras appris un peu plus à coder. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Et c'était parfait. C'est vraiment ça, quoi. Plus lui, à ce moment-là, il était en train de bosser lui-même sur d'autres projets qui étaient
ultra compliqués, etc. Enfin, des trucs vraiment farfetch. Ouais. Et technologiquement parlant, qui étaient vraiment durs à faire, etc. Et à côté, une to-do list. Voilà, je suis ma to-do list. Et puis le truc commence à prendre forme. T'as mis 2 semaines ou t'as mis plus? J'ai mis une chier de temps. Disons, j'ai mis à peu près 4 mois à avoir un prototype assez joli, assez fonctionnel, etc. Et à ce moment-là, mon frère me rejoint parce que on avait vraiment envie de travailler ensemble. Et en fait, l'air de rien, on s'était un peu séparés, mais en fait, l'un des trucs qui nous faisait le plus kiffer, c'était de travailler tous les deux. Et du coup, en fait, il m'a rejoint dessus. Donc à ce moment-là, le truc, il a skyrocket parce que lui, il est très bon. Il avait plus d'expérience. Ouais. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être bien de le monétiser. On n'y croyait pas. Genre, on pensait vraiment pas que des gens pourraient payer pour ce truc. Au moment où vous pensez à le monétiser, vous avez combien d'utilisateurs? On devait en avoir... j'en ai aucune idée, je pourrais te redire ça. Mais une estimation à la louche? 1000, 2000, 10 000? Non. Ah, écoute, je peux te dire par jour, on en avait une dizaine, à peu près. Ok. C'était vraiment pas très gros. Oui. C'était on avait mis sur un ou deux forums et il y avait 3 gars qui étaient en mode, oh, c'est sympa votre truc, vas-y, je vais l'utiliser. Cool. Ouais, c'est ça. C'est plus joli que l'autre. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Et en plus, son truc était buggy, du coup, les gens, parfois, ils perdaient leurs tasks, etc. Catastrophique. Mais malgré ça, on avait plutôt des bons retours, tout ça, mais c'était vraiment mitigé, hein. Le début était pas top. Et puis, je pensais tellement que c'était impossible de faire de l'argent avec un soft aussi basique que je me suis dit, ok, on va essayer de faire des features incroyables comme Asana, où tu peux avoir des timelines, des super interfaces, des trucs avec sa bouche dans tous les sens, etc. Et mon frère, je sais pas, il a eu un coup de sagesse, il m'a dit, écoute, c'est con, tu vas encore passer des mois à développer un truc, je sais même pas si les gens le veulent, etc. Essaye de faire payer avant sur des trucs tout cons, du style changer la couleur du background, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Vraiment. Et puis bon, moi, sur le moment, je dis, bah, pourquoi pas, tu vois, c'est une bonne expérience. Allez, c'est ça, 30 minutes à coder. Comme ça, j'apprends à mettre une interface de paiement, tout ça. Donc, on fait ça, et on lance l'interface de paiement, et au bout de 1 mois, on commence à faire beaucoup plus de thunes que ce qu'on aurait pu imaginer. Avec un produit qui marche pas très bien, etc. C'est quoi l'ordre de grandeur? Attends, je vais te dire. Donc, le premier mois, donc évidemment, le tout premier mois, on a fait genre $40, mais c'est normal parce que il y avait une partie trial, etc. Donc voilà. Le premier mois, on a fait $1000. Donc vite fait le premier mois parce que tu l'as mis en place, et puis après là quand ça a vraiment commencé, $1000. C'est ça. Oui. Et vraiment. C'était un abonnement. C'est un abonnement. Donc tu payes tous les mois ou tous les ans. Un abonnement sur Captime, tu sais même pas comment. Et là en fait on a halluciné, et c'est vraiment là où je me suis rappelé d'une vidéo de Oussama qui dit Internet n'a pas de sens. Et en fait c'est là où on a compris c'est là où j'ai vraiment pleinement mesuré la portée de cette phrase. On avait passé genre même pas 6 mois à développer un truc, et puis on n'a pas travaillé comme des fous, c'est vraiment pas du tout les histoires d'entrepreneurs, etc. C'est vraiment, on travaillait un petit peu, tu vois, on travaillait 3-4 heures par jour maximum. Toi, c'était ton tuto, de toute façon. Ouais, moi, c'était mon tuto, c'était ma to-do list, quoi. C'est vraiment, j'apprenais JavaScript. Et donc, on s'est pas tellement foulé, on a lancé le truc. Et là, ça commence déjà à faire de l'argent. Et vraiment, là, on s'est rendu compte de la puissance d'Internet, en fait, qu'il suffit d'avoir pas tant de users que ça pour en vivre très très bien. On revient à la leçon que je disais tout à l'heure. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à... Et du coup, ce projet, on n'a pas dit comment il s'appelle, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Taskboard. Taskboard. Voilà. Ok. La suite de Task et de Board. Voilà. Et donc en fait, Canva, c'était déjà pris les tasks. Donc en fait, c'est un task manager où en fait ça synchronise avec les Google Tasks. Alors après, on a rajouté énormément de features quand on a vu qu'on était plus ou moins sur un moyen de faire de l'argent. On s'est investi à fond dedans. À partir de là, on a vraiment travaillé beaucoup plus sérieusement dedans. Et on a ajouté des features un peu comme je disais, un peu à la Asana, des trucs du style tu peux partager les tasks en temps réel, des choses comme ça. Et l'air de rien, là, c'était un peu plus compliqué. Je suis en train de me dire que sur Apple, je crois qu'il y a la même chose. Il n'y a rien qui upgrade un peu l'expérience des tasks.
Je vais faire un copycat de toi qui fait un copycat de Google. Je vais te demander des royalties. Non, le problème, c'est qu'à mon avis, le problème avec Google, Apple, c'est qu'ils sont pas de API open. Ah, toi, t'avais une API? Peut-être, ouais, alors que Google, ils ont une API. Ah, ça, c'était bien. Ouais. Et qui t'avait préparé le taf, quoi. C'est ça, qui est dégueulasse. L'API est immonde. Quand même. On a dû refaire tout le client dessus et tout. Mais voilà. Et du coup, on a commencé à faire de l'argent comme ça. L'idée, c'est qu'au bout d'1 an, on pouvait en vivre. Ok. Et, À 2? À 2. Ouais. Et puis après, Ça, c'était il y a combien de temps que vous avez passé cette milestone? qu'on peut en vivre? Ouais. Ça fait 6 mois. Ok. Ça fait 6 mois que, ouais, vraiment, on peut pleinement vivre, ouais. Ok. Du coup, t'allais parler de la suite après, vas-y. Et puis, la suite après, elle est moins sexy dans le sens où, alors, elle est intéressante néanmoins. En fait, l'un des trucs qui nous a le plus propulsé, c'est le Google Workspace Marketplace. Je t'en ai déjà parlé, Oui. il me semble. Et en fait, ce truc, c'est un hack de malade. Je pense que c'est un peu comme le Google Play Store ou l'Apple Store. Ah oui, moi, aucun marketing, hein. Captime, il fait de l'argent parce que les gens me trouvent sur le store. Sauf que celui-là, il est pas connu. Personne ne le connaît. Parce que c'est B2B, c'est pour les corporates, enfin, c'est pour les sociétés principalement. Et il y a énormément d'argent derrière parce que les sociétés, elles peuvent aligner. Et en fait, les apps sur ce store, donc, j'ai appris au fur et à mesure qu'en fait, on n'était pas les seuls à faire de l'argent en mettant notre application sur ce store. Et en fait, c'est une énorme mine d'or. Voilà, comme ça, je partage, comme ça, probablement qu'ils seront intéressés. Et en fait, ce qu'on a commencé à faire, c'est à ramener des potes dans le délire, des potes qui voulaient développer et qui savaient pas forcément comment faire. L'idée, c'est que c'est du JavaScript. Enfin, la manière pour faire des applications dedans, c'est très très facile. Tu peux commencer en ne sachant pas coder. Et du coup, j'ai ramené pas mal de potes dans le délire pour faire des applications, etc. Parce que c'était mon kiff de bosser avec des gens que j'aime bien. Et du coup, on a commencé à lister pas mal d'apps sur ce store. Vous en avez combien maintenant? On a une demi-douzaine là. Le mec, à chaque fois que je le vois, ça double. Ok. Une demi-douzaine. Et parce que c'est un gros film. Je pense qu'il y a grand besoin d'être exploité. Du coup, pour expliquer un peu mieux, c'est l'App Store de Google pour les gens qui sont en compte Workspace payant, c'est ça? C'est l'App Store de Google pour... Alors non, t'as pas besoin de payer, c'est pour tous ceux qui utilisent Google Workspace, donc Google Doc, Google Sheets, Slide, etc. Et en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais t'as des extensions. Enfin, tu peux installer des extensions. Non. Ah oui, non, les extensions Google Workspace. Exactement. Donc en fait, dans Google Doc, tu peux utiliser des extensions pour faire toutes sortes de choses. Et en fait, c'est ces extensions-là qui sont disponibles sur le Workspace Marketplace. Store, ouais. Voilà. Okay. C'est pas très connu, mais encore une fois, les boîtes adorent ça. Et quel est le lien avec Taskboard? Tu l'as mis sur ce truc-là? Alors ouais, ça fait complètement par hasard. Taskboard marchait pas très bien au début. Ouais. Et en fait, le moment où ça a vraiment décollé, on a commencé à avoir plein de clients et à faire de l'argent, c'est quand on l'a mis sur ce store. Et là, on a vraiment eu énormément de nouveaux users et du coup, par conséquent, beaucoup plus de nouveaux clients. Et c'est là où ça a vraiment commencé à marcher. Et surtout les grosses sociétés qui ont commencé à payer pour des plans, des teams, etc. Vous avez un plan équipe. C'est quoi le pricing de Taskboard? C'est 40 balles par an et 6 balles par mois à peu près. Ok. Et il y a un plan équipe aussi? Oui, c'est ça. Après, quand tu es une entreprise, tu payes un peu moins, à partir de 100 jusqu'à infini. Ok. Autant que tu veux. Et au bout d'un moment, t'as plus de prix par utilisateur, t'as juste un prix global pour. Non, c'est vraiment par utilisateur. En fait, on est en train de changer, donc c'est un peu confus, mais on est en train de revoir la manière dont ça fonctionne. Le pricing, ouais. Ok, mais du coup, quand t'as mis Taskboard, je te pose ces questions parce que je sais que t'as fait un truc shady, mais on peut le dire, je pense. En gros, tu l'as mis sur ce store, mais il avait rien à foutre sur ce store, on est d'accord? Alors, si, en fait, tu peux pas être listé sur ce store si ça n'a rien à foutre dessus. Ouais. Tu peux le mettre seulement si tu utilises un service de Google. Donc nous, on utilisait Google Task. Ouais. Donc là, c'était bon. Ok. Voilà.
Mais parce que tu m'avais dit à un moment que t'avais été retiré, je crois, de ce store, ou c'est une autre app? Ah oui, non, alors ça c'est une autre histoire, ok. Alors en fait c'est vraiment, on a utilisé tous les coups possibles pour essayer de choper des nouveaux users. Ouais. Vraiment, on faisait n'importe quoi. Et en fait on a remarqué qu'une bonne manière d'augmenter le trafic et d'être mieux ranké sur Google, c'était d'avoir une extension Chrome, même s'il n'y a pas besoin d'extension Chrome. Ah oui, d'accord. Et donc en fait on a fait une extension Chrome qui à l'époque redirigeait tout bêtement sur Un l'application. raccourci. C'est ça. Et en fait, Google met vachement en avant, ce qui est d'ailleurs est pas très fair, mais Google met vachement en avant ses extensions Chrome. Donc quand tu fais une recherche et qu'il y a une extension Chrome qui match, elle va être dans la première page quasiment systématiquement, Ok. même si l'extension est nulle à chier et qu'elle fait rien. Et du coup, on a joué là-dessus, on a leverage là-dessus pour faire une extension qui redirigeait. Alors, au bout d'un moment, on s'est fait cramer parce que Google, évidemment, ils ont quand même des policies où ils évitent ce genre de trucs. Du coup, on a dû la refaire, faire un truc, un produit à part entière, etc. Mais du coup, ça, c'était le hack. Et c'est là où, à un moment donné, on s'est fait retirer l'app parce qu'on abusait. Et c'était un des trucs qui a fait que vous avez aussi pas mal pris d'utilisateurs, si je me rappelle. Exactement. Okay. Je pense que ça peut être une bonne chose que je donne tous les tricks qu'on a utilisés. Parce que c'est vraiment des tricks qui sont pas du tout intuitifs et qui nous ont propulsés. Et en fait, ça fait partie des trucs un peu comme je disais tout à l'heure, où en fait, on peut s'imaginer qu'il y a une sorte de fairness, entre guillemets, dans l'entrepreneuriat, où en fait, si on fait correctement une jolie app, un peu de marketing, ça va marcher. C'est faux. Je pense que le meilleur moyen, c'est d'essayer de trouver de leverage à fond sur les petits trucs crappy, tu vois, du style... je pense que c'est un peu toute la discipline maintenant qu'on connaît qui est du gros hacking. C'est ça. T'as vu Better Call Saul? Oui. Ouais. J'adore. C'est inspirant comme truc. Et moi, je vois ma vision de l'entrepreneuriat, c'est vraiment la même que la sienne. Dans le sens où faut pas hésiter à faire des trucs vraiment crappy, enfin vraiment pas intuitifs pour essayer d'avoir plus de users. Et donc, faire une extension, une Chrome extension, ça fait partie de... Et puis en fait, si tu regardes, genre, t'as fait un truc qui était shady, enfin, t'as pas non plus volé des gens, tu as juste mis un endroit que les gens... Ah non, oui. Quand je dis crappy shady, non, on a toujours... c'est une zone grise. C'est ça, c'est des choses... En fait, c'est des choses pas sexy. C'est des choses un peu... pas comme on les imaginerait, où on fait tout correctement, etc. Les autres trucs dans ce genre-là, c'est... un truc qui, alors pas pour Taskboard, mais j'ai pour d'autres exemples qui nous a vraiment aidé à nous propulser. C'est on a plusieurs applications où en fait l'idée c'est que sur le Google Workspace Marketplace, t'as une section qui est top rated. Et donc en fait t'as vraiment besoin d'avoir un maximum de users qui mettent 5 étoiles, un peu comme pour Amazon ou n'importe quoi, qui mettent 5 étoiles sur ton application. Comme ça tu fais partie du top rated. Et comme ça, tu as plus de trafic. Et en fait, ce qu'on a fait pour ça, c'est on a fait un système où du style, tu gagnais un mois gratuit si tu mettais une note 5 étoiles. Putain, il y a des mecs qui font ça sur Amazon, tu sais, tu reçois le paquet et dedans il y a marqué si tu nous mets 5 étoiles, t'as 10% sur la prochaine. Et ça m'énerve, tellement les gens qui font ça, mais en même temps ça marche tellement bien. Et oui. Et du coup, on s'est mis à faire ça parce que c'est le seul moyen d'être dans cette section des top apps. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, on a quasiment toutes nos apps qui sont dans la top section. Et voilà, ça c'est un trick de plus. Un hack. C'est rigolo. Moi, j'ai eu un truc comme ça où, en gros, je comprenais pas, tu vois, sur les podcasts. Il y a des moments, je fais des bêtes d'épisodes, je vois ils décollent de ouf. Et dans le classement, il bouge pas sur iTunes. Et je vois des mecs qui sortent de nulle part, où personne n'en parle du podcast, il y a aucune note, et il est top 1. Et du coup, je suis chelou, ça. Et puis, au bout d'un moment, je reçois des messages sur LinkedIn de mecs qui me disent « Hey, je suis podcast promoteur, je peux t'aider à promouvoir ton podcast. » Du coup, je parle avec le mec qui vient du Bangladesh. Et il me dit « Oui, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on le pousse à des gens, et du coup, t'obtiens des vues et des notes. » Je dis « C'est-à-dire, tu le pousses. » Et le mec veut pas te dire, mais globalement, en fait, il a des mecs chez lui qui tapent sur leur téléphone en boucle pour play. Tu peux me filer son contact? Mais oui, si tu veux, il y en a plein qui me contactent pour ça. Et les mecs qui font ça en boucle, genre c'est des process chez eux où ils te mettent des notes, tu fais ce que tu veux. Mais en fait, en tant qu'utilisateur ou en tant que client, je déteste ça. Mais en tant qu'entrepreneur, c'est tellement incroyable. Enfin, t'es obligé de passer par ça. Enfin, ok, ça se discute. En fait,
tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas d'ascenseur, mais de temps en temps, il y a des escalators quand même. Et Ouais. ça, clairement, moi, je l'ai fait 2-3 fois pour tester. Je me suis dit, c'est pas possible que ça marche. Ah, si, j'ai fait top 1 pendant une semaine. Et en fait, ça a fait découvrir le podcast à plein de gens qui m'ont dit, hey, il est trop bien. J'ai eu plein de vraies notes. Mais c'est ça. J'étais là, je suis attends, mais what? C'est ça. Et exactement. Et du coup, nous maintenant, en fait, on a eu donc on a essayé ces différents trucs et quasiment à chaque fois, ça a marché. Donc maintenant, on est vraiment à l'affût du moindre hack, de la moindre opportunité. Et pour continuer d'ailleurs dans cette approche par rapport à l'entrepreneuriat, maintenant, en fait, quand on fait nos applications, en fait, on fait pas des applications en se disant, ça pourrait être cool de faire ça. On fait des applications où maintenant on part de la demande. Donc soit c'est vraiment un truc où, comme moi avec Taskboard, je l'ai cherché, je suis allé jusqu'à la 3e page de Google tellement j'en avais besoin, il y avait rien, et je me rends compte que je suis pas le seul à avoir besoin, et là le besoin il est évident, donc voilà. Et sinon la deuxième possibilité, l'alternative, c'est de vraiment partir de la demande. En gros, nous ce qu'on a fait avec le G Suite, le Google Workspace Marketplace, c'est en fait on le scrape. Donc on va regarder toutes les applications tous les jours pour voir leur croissance, le nombre d'utilisateurs, etc. Et en fait, on part de ça pour voir les applications où il y a une demande énormément d'utilisateurs qui utilisent, etc. avec des mauvaises notes. On prend ces applications et on les copycat. Et donc je ramène des potes dessus, on les copycat et on se fait des thunes, du revenu passif. Génial. Et puis on essaie de faire ça parce que c'est des applications qui sont faites en 2 mois maximum, tu vois. C'est pas des grosses applications qui peuvent ramener jusqu'à 10 000 balles par mois. Ok. Donc c'est pas mal. Et c'est des applications où, normalement, une fois qu'elle est faite, tu la maintiens un peu, mais tu vas pas passer plus de 2 heures dessus par semaine. Grand maximum. Oui, à moins que t'aies vraiment envie Non, mais c'est même pas, ça en vaut même pas vraiment la peine de se mettre à fond dessus, parce que je pense que t'atteins assez rapidement l'optimum, en fait. Le moment où ça ramène vraiment bien. Et du coup, voilà, en gros, ce qu'on fait, c'est Oui, t'essaies pas de faire un truc qui va avoir tous les utilisateurs de la Terre, c'est ça. Plein de petits qui vont taper plein de petites niches. Exactement. Qui le font bien, et voilà. Exactement. Les gens, ils sont contents. Et en plus, là, elle va pas bouger, ils seront super contents parce qu'ils n'auront pas besoin de réapprendre la roue tout le temps. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ouais, non, c'est un bon plan. C'est un peu ce que j'aimerais faire pour les applications mobiles. Tu vois, je pense que souvent, le coût d'une application mobile est trop cher pour la faire Google Android. Et moi, mon hack préféré, c'est de faire des apps web natives. Ouais, exact. Et tu les convertis. Ouais, et ça, je peux en faire à l'appel. Enfin, je sais les faire maintenant. J'en ai fait. Ça fait 10 ans que j'en fais. Ouais, et je sais les faire super bien. Tu fais avec React, c'est ça? Ouais, là, je fais pas du React Native. Moi, je fais du Vue en ce moment parce que je kiffe Vue sa mère. Et Vue 3, c'est la folie. C'est encore plus simple. Okay. Et je les mets dans une app qui s'appelle Cordova, tu vois, Capacitor. Maintenant. Et ça te l'a. Ouais, et ça marche nickel. T'as accès aux features natives et tout ça. Et du coup, moi, je veux faire genre des trucs qui marchent. Par exemple, une petite app simple qui marche et qui est dans un store, par exemple, un autre store. C'est super facile sur l'App Store. Il y en a qui sont dispo qu'aux États-Unis, que en Angleterre, que en machin. Tu la prends, tu dis OK, il y a des bonnes notes, machin, il y a du growth, tu le copie-colles dans un autre store. Et voilà. Ouais, excellent. Et tu les fais en web. Donc j'aimerais bien faire ça. Ça, c'est un truc qui me plairait. Et d'autres idées de projets un peu plus complexes aussi. Viens faire des apps sur. Ouais, ça va peut-être être jouable. Rejoins-nous. Viens dans la secte. C'est vraiment ça. Okay. Et en fait, par rapport à ça, en fait, ce qu'on a commencé à faire avec mon frère, c'est on ramène des potes qui sont motivés. C'est le seul critère qui est vraiment important. C'est des potes qui ont envie d'apprendre, d'être dans le délire, etc. Et pas forcément des gars qui savent coder, puisque nous-mêmes à l'époque, enfin surtout moi, je savais pas coder. Il y a pas besoin de savoir coder avant. Je pense que tu apprends en un mois, tu sais coder, je pense. Ah, ok, je sais que j'insulte. Je sais. Ça me rappelle pourquoi je t'aime bien, parce que t'es passé d'un truc où il y a que le 9 to 5 possible à on s'en fout, tout est possible. Ouais, c'est très bien. En fait, c'est mon expérience. Du coup, je suis un peu excessif, mais vraiment, j'ai une expérience complètement folle où je suis passé de 0 à faire des trucs qui sont très profitables en quelques mois. Et ça aurait pu faire en quelques semaines si j'avais d'autres informations. Et donc oui, c'est vrai, je chie un peu sur les études, etc. Même si je pense que c'est super et que ça vaut grave la peine. Mais en fait, il y a un truc que les gens ne comprennent pas, c'est que t'as pas besoin de faire un truc
nickel pour faire de l'argent. Non, alors je vais être même plus excessif que ça. Non, il faut faire un truc dégueulasse pour faire de l'argent. Parce que c'est à ce moment-là que tu sais si ça a du potentiel. Si ton truc il est dégueu, que ta to-do list de merde, les gens ils perdent leur task à chaque fois qu'ils les trucs et qu'ils payent quand même, c'est que là t'as trouvé. Là il y a un truc, tu vois. Non, vraiment il faut faire un truc dégueulasse en fait, et voilà. Et je sais plus ce que je disais, mais moi j'ai un exemple pour rebondir là-dessus, c'est que la seule app que j'ai qui fait de l'argent, et ça fait de l'argent par hasard parce que je me suis dit tiens, il y a beaucoup de téléchargements, si je la mettais payante, j'ai fait de l'argent, et c'est l'application la pire que j'ai jamais codée parce que je l'ai fait pour une démo. C'est le truc de sport, c'est ça? Oui. C'était censé être une démo. Et je confirme, elle est dégueulasse. Ouais. C'était censé être une démo de qu'est-ce qu'on sait faire dans notre studio, parce que c'était un studio de start-up. Ah ouais, c'était. Mais on ne devait pas montrer le code, surtout pas, parce que je l'ai fait en 4 jours, tu vois. Et que je me suis dit, c'est une idée de merde de faire un timer pour le CrossFit, qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est la seule app que j'ai qui fait de l'argent. C'est incroyable, c'est incroyable. Et c'est un truc qui revient souvent. Là, il y a pas longtemps, tu vois, j'ai créé un coworking pour les gens qui sont indie et qui veulent aller dans un coworking virtuel. Et c'est fait par les mecs de Lemlist, qui est une boîte trop stylée. Guillaume Bush, c'est un ouf. Ouais, je connais. Et ils font beaucoup de fric maintenant. Ouais. Et souvent, Vianney, le CTO, il dit qu'il y a plein de trucs qu'ils ont fait qui étaient pourris et qu'ils refont bien plus tard, tu vois. Et du coup, Lemlist, ils l'ont open sourcé. Pas Lemlist, Lemverse, le truc pour le coworking, pardon. Dommage, parce que. Dommage, sinon on a copié. Et Lemverse, en fait, je suis allé dans le code, j'ai voulu l'installer. C'était un merdier, j'arrivais pas du tout à l'installer parce qu'en fait ils s'en foutent. Ils ont dit c'est une bonne idée et les gens veulent l'utiliser, on va l'open source. Ouais. Mais il est open source sans faire d'effort, tu vois, ils ont juste open source. Bah du coup ça vaut pas vraiment la peine de l'open source. Si. Non, mais en fait ils l'ont fait pour voir si ça allait être utilisé. Et à partir du moment où oui, d'accord. Moi, j'ai commencé, en fait c'est comme on disait tout à l'heure, t'as pas besoin de faire un truc bien pour que ça marche. Non. Et donc du coup ils ont fait un truc crappy. Vite fait, il l'a codé en un week-end, il a dit, tu vois. Il a pas fait un truc très beau, mais c'était fonctionnel. Et ça leur sert. Et ça leur a servi à faire grave de buzz sur LinkedIn. Donc ça a super bien servi le purpose. Ils l'ont open sourcé. Moi, j'ai voulu l'utiliser, genre, il y avait une doc, vite fait, avec leur process d'installation à eux, qui était, eux, ils ont, Vianney, tu vois, il est fan de Meteor, il utilise Meteor depuis des années, il connaît par cœur Meteor. Tu connais pas Meteor, c'est normal. C'est quoi, c'est un framework? C'est un genre de framework, un peu à la Angular, mais il y a un back-end avec, qui fait du real-time, un peu à la Firebase. Ok. En vrai, c'est pas mal, parce que ça fait un truc tout complet. C'est comme, à l'époque, il y a un truc qui faisait ça aussi, ça s'appelait Sales, je crois. Il y a du front et il y a du back, ça fait plein de choses. Et il adore ce truc-là, il est fan, il organise des conférences, et je trouve pas ça spécialement génial, mais je comprends pourquoi il aime bien, parce qu'il a pu tout faire en très peu de code, tu vois. Genre, tu mets 3 bouts d'HTML, tu rajoutes ton truc de réactivité, et du coup, t'as du real time de data, tu vois. Ouais, c'est quasiment, c'est pas du no-code, mais c'est du effortless code, quoi. Ouais. Et du coup, il arrive à shipper son truc super vite. Et après, moi, quand je suis allé dedans, là maintenant, ils ont un développeur dessus qui commence à remettre les trucs au propre. Mais il a masse de taf parce qu'en fait, il refait des choses et qu'il a tout fait dans très peu de fichiers, tu vois. Genre le Lemverse. C'était un grand fichier JS de 1800 lignes, tu vois. Mais il s'en fout. Ça marche. Maintenant, tu vois, il décale. Le développeur, il est en train de sortir tous les trucs de connexion parce que c'est un coworking où tu peux avoir la visio, la voix quand tu te rapproches des gens. Et ça, c'était dans le même endroit qui code aussi l'univers, qui code aussi plein de choses. Donc il est en train de le séparer petit à petit. Et moi, je le vois faire. Tu vois, je vois que ça passe d'un projet qu'il a quick start pour voir si ça allait le faire. Ça devient un truc long terme. Ouais, très, très bien dit. Taskboard, au début, c'était, j'ai encore la version sur GitHub, l'ancienne version, qui était, c'est pas un fichier avec 1600 lignes, mais c'est pas loin. Et ouais, donc oui, c'est vrai, on a vraiment itéré. Aujourd'hui, ça ressemble, c'est le bateau de Thésée, le truc. Oui. Taskboard, c'est en Vue, c'est ça? Pardon? Taskboard, non, c'est en React. C'est en React. Ouais, c'est en React. Ouais. Yes, mais pour te donner un autre exemple, Captime, donc t'as des timers, donc des chronomètres, avec plusieurs modes de chronomètres différents. Et après, une fois que tu rentres dans le mode, tu dois sélectionner combien tu veux faire de rounds, par exemple, combien de fois de temps tu veux de repos entre les rounds. Et tout ça, c'était donc les réglages. Et après, tu lances le timer et tout ça, c'était dans la même page. Donc, le truc qui fait compter le temps et qui réagit suivant le temps, et le truc qui génère les settings de ton timer, tout ça c'était dans la même page. Ouais. C'est un bordel.
Là, quand je l'ai repris, je fais mais comment ça a marché ça. J'arrive même pas à m'y retrouver, c'est quand je lis le code. Bah, surtout que les timers et tout. Mais oui, les trucs de CrossFit, c'est ultra spécifique. C'était en JavaScript que t'avais fait Ouais, c'était en Angular avant, là je me l'ai revu parce que j'en avais marre d'Angular, c'est trop chiant, c'est trop lourd, il y a trop de. T'as 6 fichiers pour un composant, ça va. Putain, et leverage aussi, mec, peut-être un truc. Ben, en vrai, ce que j'aimerais faire, c'est que je le passe du mode tu le payes au moment où tu télécharges à tu prends un abonnement. Parce que là, pour le moment, à chaque fois que j'acquéris un utilisateur, en fait, plus je le garde dans le temps et plus il me coûte de l'argent, quoi, finalement. Exact. Alors que c'est super. Le recurring payment, c'est un truc magique. Parce que je pense que déjà la première chose par rapport au paiement recurring, c'est que c'est possible seulement depuis pas longtemps, depuis l'avènement de Netflix, etc., des produits qui ont poussé les utilisateurs à s'habituer au paiement récurrent. Ouais. Disons qu'avant c'était pas très facile, aujourd'hui ça l'est devenu, c'est pour ça que grosse opportunité avec les SaaS, etc. Le paiement récurrent, c'est magique parce que les gens oublient, c'est un fait, les gens oublient vraiment, c'est un délire. Genre, j'ai une app, on a retiré le paiement pour plein de raisons. Et du coup, on a aussi retiré les features premium, etc. Mais on n'a pas annulé les plans parce qu'il y avait juste une dizaine de users qui payaient. On l'a pas fait parce que on aurait pu le faire et on va les rembourser une fois que l'expérience sera terminée. Mais on voulait voir combien de temps les gens allaient continuer de payer pour un produit qu'ils n'utilisaient plus. Et pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui a arrêté. Sur 10, il y a toujours 9 mecs qui payent pour un truc où il n'y a pas de feature. Ouais, c'est-à-dire, ils peuvent toujours unsubscribe en allant sur l'application, mais ils le font pas. Ouais. Donc en fait, les gens oublient et du coup, les gens finalement payent des sommes. Ça va changer tout le temps, mais ça va C'est changer. le business model des salles de sport. Hein. Tu sais que c'est ça, les salles de c'est sport, exactement ça. quand elles se créent, elles disent ok, on a 1000 places possibles par heure. Et du coup, on s'autorise 2000 places par heure de payer. Exact, ouais, c'est ça. Parce qu'ils savent que Mais jamais. tout à fait, statistiquement, exactement. Bah, les ça, c'est pareil. Ouais. En pire. Et en plus, coût serveur, c'est 0. Oui, ça dépend. Pour la plupart, ouais. Moi, je sais que j'ai fait l'erreur avec LinkedIn Stat d'avoir un truc qui me coûtait beaucoup trop cher en coût de serveur. Et NAS, la société, enfin le projet que j'avais fait avec Cache-Touré, c'est ça devait bouffer. Ça devait bouffer du serveur, ouais. Ben ouais, surtout vu que tu permets aux gens de. Donc NAS, c'est un projet pour les data scientists qui permet de faire du code dans un navigateur. Du coup, tu leur permets de run du code. Et pour faire ça, c'est problématique. Ça voudrait dire que si tout le monde était sur la même machine, t'as un problème de sécurité énorme. Ah ouais. Vu qu'ils run du Python. Donc du coup, on est obligé de faire des machines virtuelles pour chaque utilisateur. Donc du coup, ça coûte un bras. Ah ouais, non, mais je me souviens, quand tu m'avais pitché, je me suis dit, putain, ça doit bouffer tellement de... Heureusement, Amazon, il sponsorise à fond. Ah ouais. Mais sinon, ce serait invivable. Ouais. Surtout, une fois qu'on est passé sur Amazon, c'était bien et c'était pas bien. Parce que t'augmentes ta consommation. Genre Digital Ocean versus Amazon, c'est toujours moins cher Digital Ocean. C'est tous les services d'Amazon, en fait, dès que tu vas avoir un truc qui marche, il en faut plein. Et du coup, en fait, tu multiplies. Ouais, nous, on a commencé sur Amazon au début et je suis pas fan du tout d'Amazon. Ça marche pour certains trucs, quoi. Si t'as un besoin, genre si t'es Netflix, Amazon c'est trop bien. Bien sûr. Parce que tout s'allume, tout s'éteint. Dès qu'il y a des utilisateurs, plus d'utilisateurs, il y a 10 000 trucs s'allument, tout s'éteint. Digital Ocean, c'est plus dur d'avoir ça, quoi. Bon, nous, le truc en fait qui nous a fait shifter, c'est Firebase. En fait, Amazon, c'est une usine à gaz et à côté Firebase, qui automatise le back-end, la DB, il n'y a plus de back-end. Donc ouais, vraiment, on a. Toutes mes apps, dès que j'ai besoin de back-end. Là, je pense que je pourrais plus rien faire sans Firebase. Là. Et les cloud functions. Moi, j'aimerais bien utiliser des alternatives open source, genre Supabase. Ouais, exactement. C'est pas encore ultra au point, mais je pense aussi, ouais. Mais en fait, ce qui me manque sur Supabase, c'est que ça fait le taf de Firebase, sauf qu'il faut quand même que tu l'héberges pour le voir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mettez le plan payant. On veut simple. C'est tout ce qu'on demande, quoi. On veut simple et open source. Voilà. Et je serais prêt à payer beaucoup plus cher. Oui. Je serais prêt à payer le triple, sans problème. Et, clairement. Tu regardes l'exemple de, comment il s'appelle, Plausible Analytics. C'est Google Analytics en moins de features. Oui. Et open source. Ouais. Et moi je paye. Ouais. Je m'en bats les couilles. Ouais, je me suis tâté justement à shifter dessus. Ouais. Et c'est trop bien. Et du coup maintenant, dès que j'ai une idée, un truc, un site, le premier truc que je fais, c'est que je mets plausible. Comme ça, je peux traquer les utilisateurs sans que ça soit
un enfer pour leur vie privée. Ouais. Et puis c'est cool, tu peux quand même avoir des datas, et les datas sont beaucoup plus simples à voir et beaucoup plus cool que Google Analytics. Je suis peut-être passé dessus. Mais toutes les semaines, je reçois un email qui me dit voilà, ton top site, là où il était le plus visité, il t'envoie un petit email sympa. Quand tu cliques sur le lien, ça marche bien, c'est pas un truc où tu dois chercher les infos, il y a toutes les bonnes infos direct, juste pour la simplicité d'utilisation. Moi je paye, tu vois. Ah putain. Ouais. Et il y en a 2-3 des alternatives comme ça. Moi j'ai choisi Phantom Analytics parce que pas Phantom justement, Plausible Analytics parce que c'était open source et que maintenant j'ai une grosse valeur dans. J'essaie de faire des trucs open source. Tu vois, une des apps que j'ai fait, je la fais open source. Après, je me pose la question aussi de la faire open source. J'aimerais bien. Je trouve que dans les applications mobiles en Ionic, tu vois, ça manque de montrer que c'est possible de le faire aussi. Enfin, j'ai une grosse appétence à vouloir partager ce qu'on fait. C'est pour ça que je fais le podcast, c'est pour ça que je fais le coworking. Et il y a plein de trucs, et du coup, j'aimerais bien aussi montrer, voilà, moi je fais ça arrive à faire du fric, copycat-le, nique sa mère, fait des trucs. Ouais, je vois. Et voilà. Et bien, cool. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. On peut aller un peu sur la fin, parce que si je regarde, ça fait quand même 1h20 qu'on parle, donc on est plutôt pas mal. On peut aller c'est passé vite. Oui, ça va vite, là, ça va vite. On peut aller un peu sur le futur de tes projets là. Donc, je crois que t'en as un peu parlé, mais c'est lancer de nouveaux projets comme ça sur des petites niches. C'est un peu ça que tu comptes faire. Ouais. En fait, j'ai trouvé un gros kiff. Enfin, il y a vraiment un truc que je kiffe, c'est ramener des potes dans le délire. Ouais. Et en fait, ce qu'on fait, c'est on fait par exemple un surf camp. Ou alors on se fait 2 semaines aux Canaries ou un truc comme ça. Enfin, on va dans un endroit vraiment stylé, dans un, j'en sais rien, hostel, hôtel, un truc genre Célina, machin. On se pose pour faire l'application. Et puis à côté, on fait du surf, on fait des trucs comme ça. Et ça, c'est... Tu vas vendre du rêve, là. Fais un site, les gens. Ouais, après, je pense que ça devient autre chose quand je pense que c'est un truc, ça marche à petite échelle. Mais ouais, ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment continuer de faire à fond. Parce que c'est un truc que j'adore, parce que je déteste, personnellement, hein, c'est un truc, je peux pas l'expliquer, je déteste le système d'employeur-employé. J'adore, enfin, j'ai pas envie, en fait, j'ai envie de j'aime bosser avec des potes, avec d'autres personnes. Mais j'ai pas envie de tomber dans le truc où t'es l'employeur et t'as un rapport d'autorité, etc. Et j'aime bien les petites apps parce que même si ça marche pas, c'est des petites apps. Tu peux en faire d'autres avec d'autres personnes et c'est jamais un problème. Enfin, pour l'instant, j'ai vraiment pas été confronté à des gros problèmes. Les sommes peuvent être assez importantes au final. Une app dans le store, ça peut très vite ramener 10 000 balles par mois. Ça peut même monter au-dessus parfois dans certains cas. Donc il y a quand même un enjeu. La plus grosse app que tu as en termes de montant 20 000 balles. Un peu plus de 20 000 balles, ouais. Ça commence à être sympa, ouais. Ouais, là c'est... Ouais. Et après, il en suffit de pas beaucoup comme ça pour se faire... Déjà on parle d'un très gros salaire. Voilà, c'est plus comparable avec on n'est plus dans le monde du salariat, là, on est dans le monde de l'entrepreneuriat. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tant que tu fais des choses pour toi, ça compte pas, en fait. Tu peux le... Ah oui, parce que là, on parle de 20 000 balles qui vont monter probablement à 30 000 dans un an. Et ouais, donc c'est vraiment... Tu peux même le revendre. En fait, l'air de rien, il y a quand même beaucoup d'argent derrière. Mais c'est pas des boîtes où tu vas passer 5 ans de ta vie et à la fin ça va se taper dessus à coups d'avocat, etc. Là, il y a vraiment beaucoup plus un rapport de confiance. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de problème et on va voir. Mais tant qu'il y a de l'argent, il n'y a pas de problème en général. Exact. En fait, tant qu'il y a de l'argent et que l'investissement il n'est pas énormissime, ça se passe bien. Et puis et du coup, pour l'instant, ça a pas cassé d'amitié. Enfin, ça a mis en danger aucune amitié. Tout est à ton nom, à toi et au nom de ton frère ? Non, pour l'instant, on partage tout. Donc ça veut dire que, les noms de domaine, je les file à mes potes. Okay. Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir un rapport de confiance. Le code, il est commun. Donc on est vraiment dans un truc. Je parlais en termes de société juridiquement. Ouais. Alors là, c'est plus compliqué. Là, on tombe dans le. Alors côté société, en fait, ça passe par Là, on fait vraiment de l'optimisation fiscale à 100%. Okay. Donc, t'as pas envie de te faire chier pour le moment, tant que c'est pas des trucs encore. L'air de rien, on s'est déjà fait chier. On passe par. En fait, l'idée c'est que ça passe par une société qui passe par une autre société qui redistribue l'argent, voilà.
Disons que pour répondre à ta question, on passe pas simplement par une LLC en France ou un truc comme ça. Non. Enfin, on essaye d'éviter au maximum. On a pris le schéma, le scheme le plus simple, le plus efficace et le plus optimal en termes sur le plan fiscal. Ok. Oui, ça répond bien à la question. C'était surtout pour savoir en fait si à chaque fois que tu faisais un projet, tu faisais une entité, tu t'en battais les couilles. Non, maintenant on s'en bat les couilles. C'est là, il y a une boîte mère, enfin une boîte fille qui va redistribuer, et puis après chacun gère les taxes comme on lui semble. C'est un des trucs qui revient souvent dans les gens qui sont entrepreneurs, ils sont là et sur le chantier ou sur la communauté Indie Maker, il y a tout le temps des gens qui posent je dois faire quoi comme société, Moi, à chaque fois, je leur réponds, mec. La meilleure société, c'est pas de société. Oui. C'est en fait la seule raison pour laquelle on ouvre des sociétés, c'est pour avoir un compte en banque et avoir une certaine couverture juridique. Si tu arrives à gérer les deux, enfin si tu arrives à te passer des deux, t'as pas besoin d'ouvrir de société. J'ai la solution pour toi. Crypto. Non, ma société, moi, depuis longtemps, je l'ai créée en Estonie parce que j'ai vécu en Finlande et que j'ai connu comment ça fonctionne chez eux. En fait, mon comptable, c'est Xolo et sur Xolo, il y a pas longtemps, ils ont lancé un truc qui s'appelle Xologo. C'est ce que j'ai fait faire à Shannon. Je sais pas comment ils ont fait ça juridiquement. En gros, t'as pas besoin de créer de société, t'as pas besoin d'être résident. Ça te crée. En vrai, c'est une boîte commune. Tout le monde peut souscrire dedans. Tu fais partie du numéro de société que eux ils ont créé, qui est commun, et ils te filent un IBAN. T'as un compte en banque et tu peux faire venir de l'argent dessus. Tu peux créer un Stripe dessus, tu peux créer un PayPal dessus, ce que tu veux. Tu peux faire venir l'argent dessus et quand tu le retires, ils prennent un pourcentage. Fin. Et Shannon, c'est combien le pourcentage sur Xologo? 5%, non? Ouais, 5%. Ah, ça fait quand même. Mais c'est tout. Après, et les taxes, c'est combien? C'est ça. c'est ça que je comprends pas. En gros. Attends, quoi? Attends. Tu veux dire que toute taxe comprise, tout service compris, tout compris? Eux, ils te prennent 5%, c'est tout. Et l'argent vient sur ton compte. Et ils te disent après, il faut le déclarer à toi comme un revenu tiers. Ah, mais t'as l'impôt sur. Ah oui, d'accord. Okay. Mais du coup, si t'es par exemple au Portugal. Vu que l'argent vient de l'étranger. Donc tu mets en dividende et du coup c'est bon. Non, c'est un salaire qui vient de l'étranger. Attends, au Portugal, c'est ok. C'est zéro sur les salaires. Putain, moi je pensais que c'était que les dividendes, mec. Non, sur plein de trucs. En fait, les dividendes, c'est si tu les fais au Portugal ou n'importe où. D'accord. Mais par contre, si t'as pas le Golden Visa, le NHR portugais, pendant 10 ans, tout l'argent qui vient de l'étranger, c'est pas taxable non plus. Mec, incroyable. Et du coup, t'as pas créé de société. Et alors, je sais pas combien est le montant de la limite, mais tu t'en bats les couilles. Non, mec, on s'est fait chier pour rien, nous, c'est... Mais ça, c'est nouveau, ça, un an. Ah, mais là, tu pourras le faire pour tous tes prochains ports s'ils te rejoignent. Incroyable. C'est incroyable ton truc, mec. Oui, parce que tant qu'ils vont faire, je pense, moins de 10 000 euros, tu t'en bats les couilles. Tu vois. Ah bon, par contre au-dessus je sais pas, franchement. Okay. Faut que je regarde, mais je vais me renseigner. Mais c'est un super quick win. Il y a pas longtemps, il y a un mec sur le Indie Maker qui a demandé, il a dit je dois faire quoi comme société. Je fais mec, fais pas de société, tu feras une société quand t'auras non, si tu veux des problèmes, tu fais une société. Voilà. Du coup, de toute façon, en fait, quand tu commences à être à l'étranger, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu vois qu'il y a des solutions partout et c'est juste toi qui dois choisir avec quel problème tu veux dealer, tu vois. Si tu fais une société en France, t'as envie de dealer avec les problèmes français. Ah oui, je comprends pas les gens qui font ça. Il y a des cons partout. Désolé. Non, mais après, par exemple, si tu vas en France, tu vas pouvoir bénéficier des aides françaises. Alors, il y a des gens qui veulent les jouer, moi je veux pas les jouer, je trouve que c'est de la merde. Ça fait pas super rentable quand tu fais les maths, mais ouais. Oui, ouais. Mais par exemple, ça peut te permettre de faire ça. Ouais. Si tu crois dans le système de retraite de ton pays, c'est mieux de le faire en France. Et voilà, on est d'accord, toi et moi, je sais sur ça. Moi, j'y crois pas. Ouais, voilà. Du coup, je m'en bats les couilles. Ouais. Et, si tu crois dans le système de santé, tu vois, par exemple, c'est un des trucs qui est bien en Europe en général. Si tu fous ta société à Singapour, bah, tu peux te le carrer au cul, le système de santé. Mais après, il y a des alternatives. Tu vois, par exemple, en France, tu peux être déclaré comme truc à l'étranger, là, je sais plus comment ça s'appelle. Expatrié en gros, et tu peux payer quand même une assurance française qui coûte peanuts, genre c'est 100 balles par mois, pas mal, un peu moins, et t'as l'assurance française, tu vois, en étant ta société. Parce qu'elle est l'air de rien, la sécurité sociale elle est quand même pas mal. Mais oui, ça c'est un truc pas mal, et
100 € par mois, ça sera plus cher que ce que tu aurais payé en ayant une société en France, mais tu t'en fous. Perso, ce que tu gagnes pour ta société, l'assurance maladie, le minimum c'est 150 balles. Hein. Tu peux pas trouver en dessous, je pense pas. Oui. Enfin, c'est difficile de trouver une assurance internationale en dessous de 200 balles, je pense. Alors, c'est une autre question. Bah après, en Suisse, je sais que c'est beaucoup plus cher en France. Ah non, la Suisse, Shannon, je pense de sa poche, elle doit payer 30 €. Ah ouais. Mais elle a la sécu sociale ou pas? En tant qu'employé, oui. Mais, oui, d'accord. Non, parce que quand t'es complètement indépendant, c'est un autre truc et c'est des sociétés privées, etc. Je paye en France, même si je suis en Estonie, je paye en France. Ok. Alors, je paye 150 balles par mois parce que dedans, j'ai une garantie de salaire. Si je me pète les 2 jambes, ils me garantissent mon salaire. Ah, putain, le problème, c'est que c'est avec des déclarations françaises. Ah oui, d'accord. Donc, dommage. Je suis pas sûr que ça marche. Ok. Ils m'ont dit, ouais, on verra. Mais en attendant, j'ai la sécu quand même, tu vois. Ok, bon, très bien. Je l'ai pris, je me suis dit, bon, peut-être un jour, je reviendrai en France, je déclarerai des trucs. On verra. Mais voilà. Enfin, du coup, il y a toujours des façons de faire, et je pense qu'il n'y a pas de problème, il y a que des solutions, quoi. De toute façon, c'est quand tu commences à avoir l'expérience. De plus en plus. On est de plus en plus nombreux, donc les solutions, elles ne font que s'accumuler. C'est ça. Eh bien, écoute, regarde, ça fait 1h23 qu'on discute. Je pense qu'on peut aller vers mes questions finales, et ça sera plutôt pas mal. Je pense que c'était plutôt vachement intéressant comme conversation. Ouais, c'était incroyable. Un des points qui revient, parce que là, du coup, d'habitude, donc je l'ai pas annoncé, mais d'habitude, je fais les podcasts en remote, donc c'est pas du tout le même stuff. J'ai mon ordi, j'ai des notes, Là, on est en physique parce qu'on est tous les deux à Lisbonne et que ça tombait bien et que j'avais bien envie de faire un podcast aussi en physique pour la première fois. Mais du coup, dans mes questions finales, en général, une des questions que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances, genre dans l'entrepreneuriat, un truc qui t'a vraiment marqué? Ok, un truc qui m'a pas mal marqué, c'est le fait de... En fait, je l'ai entendu, on me l'a dit, mais je l'ai jamais vraiment écouté. Ouais. Donc je pense que de toute façon ça sert à rien que je le répète parce que dis-le, peut-être que tu seras la bonne personne. C'est par rapport au fait pourquoi je le faisais, enfin et je pense qu'on n'était pas alignés avec ce qu'on faisait, et en fait le moment où vraiment on a compris ce qu'on cherchait, et nous ce qu'on voulait, c'était pas forcément, on voulait de l'argent, hein, oui, c'est sûr, mais ce qu'on voulait, je pense avant tout, c'était être libre, à une certaine forme de liberté. Et le moment où on a vraiment compris ce après quoi on courait, c'est là où ça a débloqué plein de trucs. Et c'est très vague, c'est pas vraiment un conseil. Non, mais c'est un truc que d'ailleurs Oussama reprend souvent. C'est un des trucs qu'il dit, c'est est-ce que tu cherches la gloire ou la liberté? Et c'est un peu ça. Si tu cherches la gloire, fais une start-up des millions. Fine. Et tu passeras à BFM, tu pourras dire à ta mère. Tu peux avoir la gloire. Enfin, la liberté peut te donner à peu près tout ce que tu cherches, je pense. C'est ma perception des choses. Ça devient un peu philosophique, mais je pense que, enfin, moi, j'ai à partir du moment où j'ai goûté à beaucoup plus de liberté, ça a ouvert tellement de choses que, en fait, je peux pas en parler parce que la gloire, je la connais pas du tout. Je sais même pas à quoi elle ressemble. Mais t'as pas de gloire, genre t'es pas connu sur les réseaux, mais t'as de la gloire personnelle. Je pense que t'es reconnu dans les gens qui te connaissent. Ouais, oui, peut-être. Il y a plein de gens qui se disent, j'aimerais bien faire comme lui. Ils me connaissent, mais pas à la télé, quoi. J'ai l'impression que l'un peut te donner accès à l'autre d'une certaine manière. Bon, j'en sais rien, c'est une théorie, on va voir. Ok. Après, je vois ce que tu veux dire, en fait. Je crois que je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, je pense que si t'as la liberté, tu t'en branles de la gloire. Ouais, peut-être c'est ça que je voulais dire, finalement. C'est peut-être ça que je ressens au fond, je sais pas. En tout cas, de ce que j'ai vu, tu vois, moi, dans ce podcast, j'ai beaucoup de gens qui ont plus cherché la liberté que la gloire. Ouais. Parce que c'est ce que moi je cherche, ouais. Ce que les gens écoutent aussi, c'est ce qu'ils cherchent en général. Parce que si tu veux faire une start-up, il y en a des millions de podcasts qui parlent de ça. Tu peux aller voir les vidéos d'Oussama, c'est génial pour ça. Vas-y, feu. Mais pour le coup, moi j'ai eu pas mal de gens qui ont plutôt la liberté. Et un super bon exemple, c'est... alors Guillaume Moubèche, il est arrivé à avoir la gloire aussi, mais parce qu'il a fait des trucs tricky, tu vois. Il allait dire qu'il allait lever des fonds pour pas le faire. Ouais. Pour essayer d'avoir j'ai vu. Je respecte énormément. Ouais. Et c'était super smart. Mais sinon, la plupart des mecs, à part lui, ils sont pas connus. Et pourtant, j'ai eu le mec qui a créé System.io, qui habite à Lisbonne d'ailleurs. J'ai perdu son nom parce que je suis très nul avec les noms. Mais ils font 1 million.
et tu vois, il s'en branle de la gloire. Non, ouais. Dans sa niche, tout le monde le connaît. Ouais, tout le monde sait que System.io c'est de la balle et que c'est un génie le mec. Ouais, surtout que la gloire a un prix. Je pense que tout a un prix, la liberté aussi, mais je pense que la gloire t'enlève une liberté dont on a tous besoin. Et je pense qu'assez rapidement, tu travestis ton comportement si tu veux vraiment répondre aux attentes des gens, si tu veux vraiment plaire à tout le monde. Je pense qu'à un certain stade, tu es obligé de te travestir. Je ce sentiment avec les youtubeurs en particulier. Oui. Et je pense qu'à un moment donné, ça devient pas une peine. C'est toujours incroyable comme aventure, mais je pense que ça a un prix. Il faut pas l'oublier. Ah oui. Et du coup, voilà. Bref, c'est. Regarde, je pense qu'on peut prendre encore Guillaume comme exemple. Quand je l'ai eu dans le podcast, il avait pas encore fait son coup de grisou là, qu'il a fait hyper connaître, etc. Ouais. Du coup, il était plutôt dans le côté de liberté. Ils avaient une liberté énorme avec l'Enlist, ils progressaient de ouf, etc. Ils ont voulu s'exposer parce que je pense que Guillaume, il avait pas envie de rester dans l'ombre. Et ils se sont exposés. Et du coup, là, il y a pas longtemps, je l'ai recontacté pour organiser des conférences. Cette conférence pour aider les Indie à se lancer et à casser un peu les images mentales de merde que t'as. Excellent. Et je l'ai recontacté. Et en fait, c'est la seule personne qui m'a dit, en vrai mec, j'aimerais bien, mais j'ai tellement pas le temps. Et parce qu'en fait, il est full exposé maintenant. Ouais. Ça a un coup. Ah mais oui. Et c'est sûr. Et il y a pas à chier. Après, je pense que il y a de moins en moins. En vrai, quand tu cherches la gloire, c'est qu'il y a un truc qui te manque, tu vois. Enfin, j'ai le même sentiment. Enfin, j'adorerais y goûter, mais j'ai un peu le sentiment que si vraiment tu mets autant d'énergie à le chercher, je parle des cas excessifs, hein, les mecs qui mettent beaucoup d'énergie, mais c'est bien, c'est vraiment une bonne chose, je respecte énormément, mais j'ai l'impression que moi perso ça me correspond pas parce que j'ai l'impression que c'est des gens, ils ont comme une espèce d'épine dans le pied qui va les pousser à essayer de trouver quelque chose qu'ils ont pas. Ouais. Je sais pas, peut-être je me trompe. De toute façon, moi je sais que c'est un moteur pour moi. De toute façon, l'insatisfaction personnelle, c'est ce qui fait que tu réalises. Exact, complètement d'accord. Donc c'est un moteur énorme. Après, le problème c'est il faut aussi se rendre compte des des mauvais côtés de ton moteur. C'est que, par exemple, si ton moteur c'est la liberté, tu vas de plus en plus en gagner et tu vas probablement de plus en plus rien branler. Oui, désolé. L'histoire de ma vie. Désolé, mais oui, mais forcément, plus t'as qui de liberté, plus tu t'en fous, en fait. Mais c'est même une peine, hein, parfois. D'ailleurs, c'est intéressant. Je rebondis là-dessus parce que c'est vraiment un truc, c'est presque un warning que j'ai envie de donner. C'est la liberté aussi a un prix. Et à tel point qu'en fait, là, je suis un peu dans une période de ma vie où en fait, c'est presque dur. Parce que les gens, ça les fait marrer quand je leur dis que je travaille quasiment pas. Et que tout est devenu presque trop simple. Et en fait, c'est assez flippant parce que je me rends compte qu'en fait, j'aimais régler des problèmes dans ma vie avant. J'aimais régler le problème de faire de l'argent. Le fait de plus l'avoir, en fait, ça m'a rendu assez fainéant. Ben oui. En fait, tu perds le purpose de pourquoi tu faisais. C'est ça. Et en fait, je suis en train de traverser une nouvelle crise existentielle. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis arrivé. Putain, mais qu'est-ce que je fais? C'est bon. Et on verra ce que ça donne. Hein. Ouais. Mais du coup, pour revenir à ça, je pense que quand tu cherches la gloire, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu un peu infini. La gloire, c'est très dur d'atteindre le maximum. Tu vois. À part Elon Musk, je me demande qu'est-ce qu'il fait lui niveau gloire. Mais lui, ce qui est génial, c'est que le jeu auquel il joue, c'est pas du tout le jeu de la gloire. Je crois qu'il en a rien à foutre. Enfin, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que il a un objectif qui dépasse largement celui d'être populaire. Je sais pas. D'ailleurs, franchement, je me demande si, en fait, je pense qu'il cherche une gloire personnelle. Ouais, c'est ça. Il veut être le premier mec qui va sur Mars. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est farfetch quoi. Faut aller très très loin le chercher. C'est ça. Mais je pense qu'il aura la même question que nous au moment où il va le faire. Il va se dire, ouais, qu'est-ce que je fais maintenant quoi. Une autre planète plus loin. Ouais. Okay, la matrice avec Neuralink. Ah mec, bref. Ok, et ça aussi c'était cool, je pense, de l'avoir dit aux gens, et puis ça a amené un sujet vraiment important, c'est pourquoi tu fais les choses, tu vois. Je pense que c'est vraiment le fondement de ce qui fait qu'on existe, et que tu vois qu'il y a plein de manières de le faire, de le concevoir, et que ça évolue avec le temps aussi. Ouais. Parce que du coup, tu tu voulais des choses, et maintenant tu te poses la question de qu'est-ce que tu veux maintenant, quoi. Ouais. C'est quoi qui va te motiver, qui va te faire, ouais, exactement. qui va te faire kiffer. Ok.
Du coup, on va passer à ma petite question suivante. En général, c'est est-ce que tu as une citation préférée? Est-ce que tu as un truc que tu aimes bien? Ok. Alors, quand tu m'as dit tout à l'heure que tu allais me poser cette question, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Du coup, Vas-y. Du coup, il y a des gens, des fois, ils ont du mal à. Genre, tu sais, quand on parle de citation, les gens ils disent ok, il faut citer un mec méga connu. Ça peut être ton frère. Hein. Si t'as dit un truc un jour qui. non. Et ton Désolé. père, Désolé, Mathias. Ok, alors j'en ai une, mais personne va la comprendre parce que elle fait pas vraiment sens. Mais c'est un truc qui moi m'a énormément aidé à me construire comme je suis aujourd'hui. Donc voilà, si tu comprends pas, c'est normal. Mais en gros, ma citation, c'est un truc dans. Tu l'as vu le film Lord of War? Ouais. Et à un moment donné, en fait, il dit le principe pour survivre, c'est de ne jamais faire la guerre, surtout contre soi-même. Et en fait, ce truc-là, je sais pas pourquoi, ça a eu un énorme déclic sur ma perception des choses. Alors là, Non, ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure. C'est quand ça a commencé à marcher, c'est qu'on était alignés. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est assez tricky. Je pourrais même pas vraiment expliquer pourquoi j'ai autant accroché avec ce truc-là. Mais c'est encore un truc où, en fait, je pense que c'est un peu un truc qui se rapporte beaucoup à moi, comment je me suis construit, ma personnalité, etc. Donc finalement, ça a pas vraiment de lien avec ma vie d'entrepreneur. Mais c'est plus l'idée j'avais beaucoup construit un monde autour de règles préétablies, etc. Et j'essayais de matcher. Je me faisais beaucoup la guerre à moi-même pour essayer de me conformer à certaines choses. Et le moment où en fait, ce truc-là m'a parlé dans le sens où, en fait, je pense que j'avais certaines différences, j'avais certaines choses qui matchaient pas avec le monde dans lequel j'étais, etc. Et en fait, j'ai arrêté de me battre contre ça. Et je pense que c'est ça qui m'a décoincé. Voilà. Ouais, c'est très, très philosophique là. Non, tu prêches un convaincu. Un des trucs qui m'a niqué le cerveau et niqué la vie, c'est genre les gens ils commencent à bosser à 8h, 9h du matin. Mec, un truc de malade. Toi aussi tu fais du 2h du mat, 10h Ouais, je vais bosser jusqu'à 2-3h du mat. OK. Je commence à 10-11h. OK. Mais c'est mon cycle circadien en fait, ça sert à rien, ça sert à rien de forcer, ouais. Je subissais tellement ma vie quand je vais me lever à 6h, c'est horrible. Infernal. Horrible. Quand on était à Madère avec Shannon, on n'avait pas de rideau aux fenêtres. Ma productivité chutait sa mère. Ah mais moi j'ai le truc pour les yeux là, sinon je peux pas dormir. Non mais nous du coup on s'est dit bah ok on va se coucher tôt, on va se lever tôt. Ça Ah non mais c'est pas possible. C'est pas. Ah non mais mec c'est notre cycle circadien, je sais pas ce que c'est. Ouais, et voilà. Je sais pas ce que c'est. Si vous n'arrivez pas à vous lever tôt, arrêtez de vous lever tôt. Ne vous battez pas. Arrêtez de vous battre. Ouais, clairement. Mais non, du coup, je comprends bien ce truc-là. C'est rigolo parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui en parlent sur les réseaux maintenant, de plus s'écouter, etc. Ah ouais. Dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est vrai que moi, les trucs qui ont eu beaucoup d'impact, c'est avec moi-même, quoi. C'est une fois que tu t'alignes avec toi-même. Ah oui. Et que t'arrêtes de te... Ah oui. Tu sais, il y a le fait de se battre contre soi-même, mais il y a aussi le fait de se mettre des règles que tu as choisies. Mais au début, tu les choisis pas, et c'est ça. Tu fais du mal. C'est ça. Si tu les choisis, c'est ça. C'est complètement. Ok. Et bien, je pense que c'est une très bonne citation, et ça nous a permis de parler d'un truc qui était vachement important. Merci. Tu vois, tu gères. Du coup, pour vous donner un ordre d'idée, à la base, Nathan n'était pas sûr que le podcast allait être cool et que... je suis toujours pas sûr. T'es toujours pas sûr. Alors, regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire aux invités, pas aux invités, parce que l'invité c'est toi, et je dis n'importe quoi, aux gens qui écoutent le podcast, qu'à la fin du podcast, ils ont kiffé cet épisode, ils vont t'envoyer un message. Donc on va trouver un endroit où ils peuvent t'envoyer un message, ils t'enverront des petits cœurs. Puis tu vas recevoir des petits cœurs et tu vas voir, ça va être cool. Mec, j'adorerais avoir des petits cœurs, recevoir des petits cœurs, ça serait formidable. Non, si vous avez kiffé, vous envoyez des cœurs. Par contre, il y a un truc que je voulais placer, c'est le coup de ramener des potes dans le délire de coder, etc. Même si je crois pas dans le fait que ça peut être fait at scale, je pense qu'il y a de la place. Et en gros, je pense que c'est un truc, je sais pas combien de personnes. Et j'imagine que ça sonne sexy et qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés. Évidemment, c'est toujours plus compliqué que ça, mais peut-être il y a des gens qui voudraient pas forcément me rejoindre et faire des surf camp avec moi, machin, mais plus le délire de nous rejoindre, cette petite communauté qu'on est, à être dans le même délire de faire des apps sur le marketplace.
et de travailler ensemble. Mais tu sais que tout en étant indépendant. Ce que tu prêches là, ça existe sous plein de formes. Par exemple, il y a en Allemagne, j'ai parlé avec le mec d'ailleurs qui a créé ça. J'ai perdu son nom, putain, c'est Rocket Internet. Oui. Le mec, il a fait. C'est devenu un. Maintenant, il investit dans des boîtes, il le fait même plus. Ouais. L'idée, c'était, je copie-colle des produits qui ont marché aux US. C'est ce qu'il a fait au début. Le premier truc qu'il a fait, c'est qu'il a copié eBay. Il l'a fait en Allemagne. Ah putain. Il a vendu à eBay. Bam. Et puis il a refait ça. Validation du marché. Ouais. Et il a refait ça 2 fois avec 2 boîtes allemandes. Là, il a fait 3 millions, je sais plus combien. Ok, moi, mon but c'est vraiment d'être sur du petit, quoi. Vraiment des trucs sous les radars. Oui, c'est le même style. C'est un genre de studio qui fait des copies. Ouais. C'est un peu ce que je fais avec les autres. Et eFounder font un peu ça aussi. Ils prennent une app qui marche dans un autre marché, c'est français eFounder. C'est le pendant de Rocket Internet, c'est qu'ils disent ok, on va former une équipe, nous on a des process, on sait comment faire des choses qui marchent, on sait où trouver des bonnes idées, on met les bonnes personnes dessus, allez-y les gars, faites de l'argent. Putain, et ils font le délire de louer à Bali une grosse villa. Non, en général les founders ils font des trucs à Paris, ils rémunèrent pas les gens, enfin ils ont des bureaux qui prêtent aux gens pour les kickstarter, et une fois qu'ils sont kickstart, ils sortent des founders, je crois. Ok. C'est ça. Et eux, les founders, ils gardent un pourcentage. Ok, non, moi mon délire c'est plus la communauté. Oui, c'est plus indie. C'est ça. En fait, finalement, c'est un concept qui existe déjà, c'est ce que je voulais dire, mais dans le côté indie, et ça c'est la folie. Mais, ouais, non, mon délire c'est vraiment l'aspect. Moi je suis convaincu pour Xologo, tu m'as convaincu. C'est un petit échange. Mais moi, vraiment, mon délire c'est aussi le voyage autour du truc, tu vois. C'est vraiment le délire d'être avec des potes dans une maison à Bali, un truc comme ça, quoi. Yes. Eh ben écoute, chaud. Si ça vous plaît l'idée, vous pouvez envoyer des petits messages à Nathan, en plus de lui envoyer des cœurs. Il pourra essayer de devenir pote et puis essayer de faire des projets. Ok, trop bien. Et ben franchement, j'ai trop kiffé faire cet épisode avec toi. Mec, c'était longtemps qu'on devait le faire. Mec, c'était un plaisir. Grave, vraiment très cool. Et puis très content de faire ce premier épisode physique avec toi aussi. Je pense qu'on a tout dit, vu que j'ai pas ma feuille sous les yeux, je sais plus. Mais globalement, voilà. Merci à vous d'avoir écouté. Si vous avez kiffé aussi, envoyez des petits messages, partagez l'épisode, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à dans une semaine pour le prochain épisode. Salut. Salut.